Ouais, alors surtout, ne me demande pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas la réponse à la question. J'ai eu un énorme bug. Tu vas me dire, il y a tout le temps quelque chose, je sais. Mais il y a eu un énorme bug. Je ne sais pas, mon ordinateur, il a pas voulu. Il a fallu que je le redémarre. Bon, bref. On est là, on est bon. Allez. Bonsoir à tous et à toutes. Petite chemise rose ce soir, histoire de... Voilà. Bonsoir à tout le monde. Je vois qu'il y a déjà du monde. Hein. Bonsoir. N'hésite pas à écrire dans le chat. Ce soir, c'est une soirée un peu spéciale. On va parler de gestion financière d'une façon un petit peu originale. Je vais commencer par prendre ça aussi, de mettre en place, parce qu'il faut que je puisse voir. Il faut que je vois tes commentaires. Donc, bonsoir. Confirme-moi que tu entends bien le son. S'il te plaît, j'ai besoin d'un retour sur YouTube. Salut Christophe. Je crois que de là, je vois le truc. Salut Christophe. J'espère que ça va. Non, j'ai fait une bêtise. Oh, putain. Mais non. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Bon, je vais être aveugle pendant un moment. C'est pas grave. On va faire le truc parce que là, du coup, je viens de perdre mon iPad. Mais le mec est très fort ce soir. J'ai appuyé sur faire la mise à jour. Oh putain. Oh non. Donc je suis aveugle de tes commentaires. Donc je vais m'approcher un petit peu comme ça. Bonsoir Christophe, salut Nicolas. Son OK. Bonjour à tous, tout va bien. Son image, c'est parfait. Merci. Bonsoir, désolé. Donc journée encore mouvementée, visite. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Texte, OK. J'ai mon retour d'écran, tout marche. Donc ce soir, on va parler gestion financière. Pourquoi j'ai décidé qu'on allait parler de ça ce soir? Parce que qu'est-ce qui s'est passé récemment qui m'a agacé? On a parlé, bref, je sais plus. Il m'est arrivé un truc et je me suis dit, tiens, on va en faire un live. Alors déjà, il y a des petites choses qui ont changé depuis hier. Je vais quand même le dire tout de suite. Demain, il y a un live. Finalement, demain, il y a un live. Pourquoi? Parce que pendant les 15 prochains jours, donc le mardi et le vendredi, par contre, il n'y aura pas de live. Donc le mardi, il n'y en a jamais puisque c'est podcast, n'est-ce pas? Et le vendredi, il n'y aura pas de live, il y aura des vidéos. Donc voilà, la semaine prochaine et la semaine d'après, sur les deux vendredis, il y aura des vidéos. Et puis moi, eh bien, je suis très transparent avec toi. Je vais m'occuper de ma fille. Je prends ma journée. Voilà, c'est les 2 journées que je vais pouvoir prendre pour moi. Ça fait 4 jours. C'est pas des vacances, c'est des journées que je m'octroie. Mais j'ai envie d'être avec ma fille. Donc voilà, ça c'est personnel. Ça ne te regarde pas. OK? Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, si tu es sur Facebook, si tu es sur Instagram, bien sûr, YouTube, Immobilier Compagnie. Parce qu'en temps normal, j'ai accès à tes commentaires, mais comme là, j'ai appuyé sur faire la mise à jour, je ne vois strictement rien. Oui, j'ai une chemise rose, parce que j'aime bien ma chemise rose. Voilà, j'avais envie de la mettre aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, on va bien rigoler. Et donc, voilà. Alors, en plus, ça m'embête parce que ce soir, c'est une émission où je veux que tu participes. Donc, tu vas quand même participer. Je prendrai tes commentaires ensuite. Donc, je vais m'énerver, je vais parler très fort, je vais me mettre en colère. Donc, une espèce d'association, on va parler comme ça, d'accord? Donc, on va imaginer, je vais mettre un E pour entreprise, je ne vais pas faire un truc de complexe. On va parler donc ici d'un service ou je ne sais quoi, bref, tu imagines entre guillemets un petit peu ce que tu as envie. Tu vas imaginer donc une assoce, une structure, une organisation avec à sa tête plusieurs personnes. On ne parle même pas ici de dirigeants, donc il y a plusieurs personnes qui sont à la tête comme une assemblée générale, en quelque sorte, quelque chose de proche d'une association, qui propose donc un service, peu importe. Donc voilà, tu imagines un service, on va écrire ici un service, et que ce service qui est rendu, il est rendu en échange. Alors soit, justement, c'est le sujet de la journée, d'un abonnement, soit d'une cotisation, soit, on va dire, d'une tarification, quelle qu'elle soit, ok, une tarification qui fait que les adhérents, les clients, appellent ça ce que tu as envie, les personnes qui sont là en bas, en échange de cette tarification, ils obtiennent le service rendu. Donc, encore une fois, voilà, j'ai conscience que le schéma dont je te parle ce soir est très proche d'une association. Je vais me servir de cette base pour parler d'argent, de gestion financière et pour qu'on voit avec toi un petit peu. Alors déjà, ici, à la tête, les options qu'on va avoir pour manager cette partie-là, mais aussi les options qu'on va avoir pour optimiser, d'accord, cette partie ici aussi. Voilà, ça va être intéressant, je pense, parce que bon, comme d'habitude, tu verras, le discours que je vais te tenir, c'est le discours aussi qui est, enfin, la base du discours que je vais te tenir, c'est la base du discours qui est la plus souvent employée dans ce genre de circonstances, dans ce genre de configuration, celle qui m'agace justement.
je ne vais pas chercher à la combattre, je vais chercher juste à te montrer qu'il y a plusieurs manières de gérer effectivement les flux financiers que tu vas avoir et que cette gestion, elle va avoir un intérêt pour toi et moi, en fait pour nous, parce que derrière, ça peut peut-être déjà te donner des idées dans ton quotidien, ça peut te donner des idées aussi dans ta façon d'agir avec l'argent et ça peut aussi, j'espère, t'aider à réfléchir différemment. Alors, je suis très embêté parce que je suis alors je donne une grosse pièce à Nico, acheter sa voiture, la TV, le canapé, etc. à crédit. On en parle après si tu veux bien. Ce dont je vais te parler là ne va pas être très long. Alors, je suis très embêté parce que ce qui m'agace, c'est que je voulais que tu participes avec moi. Ou alors, on va peut-être, c'est ce qu'on va faire. Je vais peut-être prendre volontairement du coup ta remarque. Allez, je vais prendre ta pièce que tu m'as donnée et puis on va la détailler un petit peu avant d'attaquer sur mon exemple parce que je veux que tu participes en fait à l'exemple. Parce que je trouve que c'est intéressant de voir d'abord les idées parce que tu peux avoir des idées différentes des miennes et puis de voir comment tu réagirais par rapport à ça. Ok ? On a eu une discussion proche parce que je sais qu'il y a Jérôme ce soir avec nous, très proche sur le sujet avec Jérôme en parlant justement pour le coup de clubs sportifs et d'associations. Mais encore une fois, voilà, mon exemple il est large, il se veut non pas ciblé mais large. Alors, acheter à crédit, on va partir sur ce que tu as dit, docteur Nico. Hein. Donc, acheter sa voiture ou, du coup, tout ce que tu uses, l'usage quotidien, je vais écrire ça d'ailleurs, ça sera plus clair, l'acheter à crédit. Allez, on va commencer avec ça, je finirai avec mon exemple, après tu m'en veux pas, ça sera intéressant. Donc, tu mets une pièce, effectivement. Alors, la voiture, il y a vraiment… Alors, j'en ai fait une formation que d'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de finaliser. Il va y avoir une nouvelle vidéo sur la formation qui va être très intéressante. Parce que, voilà, on a un autre problème. Bref, la voiture, c'est une vraie problématique parce que on est dans un système… Alors, c'est quelque chose de très intéressant pour moi, le sujet de la voiture. Parce que très jeune, j'avais pris conscience que les voitures, dans mon esprit de jeune, la voiture était la base de notre système économique. Pourquoi ? Tout simplement parce que la voiture, dès que tu as une voiture, en fait, je ne sais pas si tu as réalisé, moi je me rappelle très bien, du jour où j'ai eu une voiture, mon rapport à l'argent a été différent. Parce qu'une voiture, c'est un gouffre en fait, de façon générale. Je veux dire, quand tu prends le cas d'une bagnole, entre l'entretien, l'assurance, l'essence, les PV, parce que bon, on va pas en parler, mais on est en dictature complète sur les PV. Aujourd'hui, c'est tout et n'importe quoi. Quand tu sais que maintenant, ils peuvent mettre des PV, alors, parce que moi, je me suis rebellé contre ça, j'ai perdu, donc ne le fais pas. Ils peuvent mettre des PV sans t'arrêter maintenant. Ça veut dire que, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Il y a un mec qui a estimé que je roulais trop vite, il n'a même pas arrêté ni rien, pas de contrôle, rien. Il a dit, il roule à plus de 50. Ah, c'est vraiment con, parce que là, je vais être vulgaire. Je roule au limitateur de vitesse. Donc, je roulais pas à plus de 50. Alors après, d'estimer que je roulais à plus, parce que peut-être, j'en sais rien, peut-être que là où il était, il a eu l'impression que je roulais plus vite. Ça, c'est une possibilité. Mais dans la mesure où j'ai mon limitateur tout le temps en permanence et que je ne peux pas dépasser la vitesse, putain, il a redémarré. Ça, c'est bon, ça. Mais tu m'as compris. Donc là, maintenant, on en est là quand même. Il faut que tu saches que, si tu ne savais pas, il faut que tu saches que donc les PV peuvent être mis sans te faire arrêter. Donc finalement, quand tu mets tout ça mis bout à bout, d'ailleurs, c'est un vrai sujet aussi, ça. Vrai sujet, je ne veux pas mettre de l'eau sur le feu, mais quand tu habites à Paris et que tu as le luxe de pouvoir éliminer la voiture de ta vie, mais c'est un luxe financier. C'est-à-dire que ce gouffre financier que représente la voiture, même si tu as le permis, même si tu la loues, je pense très sincèrement qu'une location de voiture est beaucoup plus intéressante de façon, j'ai envie de dire, ponctuelle que de posséder une voiture de façon permanente. Je suis convaincu aujourd'hui qu'une location de voiture ponctuelle est beaucoup plus intéressante qu'une possession de voiture permanente. Le problème, et c'est une réalité à laquelle il est compliqué de parler avec certaines personnes, le problème, c'est que selon les régions dans lesquelles tu te trouves, avoir une voiture, c'est avoir un travail. Moi, je prends ma région ici, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de travail. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de réflexion à avoir. C'est-à-dire que la voiture aujourd'hui est carrément un enjeu économique, enfin surtout d'obtention d'un travail parce que elle est nécessaire en fait. Ici, sans voiture, tu peux rien faire. Il n'y a pas de réseau de transport comme à Paris. Sujet aussi que Jean-Marc Jancovici avait fait, que j'avais beaucoup apprécié. Il avait expliqué que en fait, et on va en parler tout à l'heure, c'est ça la gestion. C'est un des sujets dont on va aborder ce soir. C'est que le Grand Paris a coûté aussi cher que d'acheter une voiture 4 chevaux à tous les habitants de l'Île-de-France. Sachant que acheter une voiture 4 chevaux à tous les habitants de l'Île-de-France aurait pollué moins que
le Grand Paris, les transports en commun du Grand Paris, sachant que les transports en commun du Grand Paris ne vont toucher qu'un faible pourcentage de la population de l'Île-de-France. Il avait donné les chiffres, je crois que c'était 30%, et que offrir une voiture à tout le monde, ça offrait un transport à tout le monde. 4 chevaux, ça pollue moins que les gros véhicules. Bref, tu vois, le débat de ce soir, c'est de ça dont on va parler. Donc alors, acheter tous ces biens d'usage quotidien à crédit. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi en fait? Pourquoi on achète tous ces biens d'usage? Je vais te sortir un truc qui va peut-être te surprendre, mais pour moi, une des raisons qui va appuyer, qui va pousser à la consommation, c'est la télévision. Je vais te donner juste un exemple très simple. On va prendre le cas du canapé, on va zapper celui de la voiture, on va prendre celui du canapé ou de la décoration intérieure. Tu as une télé, tu regardes des émissions de déco, tu es inspiré, tu as envie d'avoir la même chose qu'eux, tu n'as pas l'argent, crédit à la conso. Le crédit, c'est une arme qui est utilisée par les entreprises. Le fond du problème ici, c'est qu'on est dans de l'usage quotidien. Alors, moi, je vais être très clair avec toi. Il y a un paradoxe derrière tout ça qui est très compliqué à gérer. Contrairement à ce que tu peux imaginer, je n'ai pas de jugement sur ces éléments-là. Et je vais t'expliquer pourquoi je n'ai pas de jugement. C'est assez simple. Parce que je fais partie de ceux qui croient qu'il y a dans la consommation dont on a besoin d'assouvir. On est dans une société de consommation. Que tu veuilles, que je veuille, que nous voulions consommer, c'est quasiment quelque chose de normal. Moi, je ne suis pas un fervent partisan de ces personnes qui disent il faut absolument pas consommer, il faut économiser tout ton argent. Donc, la consommation, il faut quand même l'assouvir. Tu as le droit d'aimer consommer, toi, moi, etc. Et en parallèle, sans parler d'argent, il faut bien comprendre cette notion d'usage. Le vrai fond du problème qu'il y a derrière ça, c'est que ton canapé, tu le payes 1 500 €. Je ne pense pas exagérer en disant ça, mais tu vas le revendre. Même un an après, en ayant pris soin du canapé, etc., je me vois mal le revendre à plus de 500 € sur le Bon Coin et je pense que je suis dans la tranche haute, même si le canapé est joli. Alors, tu vas me dire, 1 500 balles pour un canapé, c'est pas cher, parce que comme dans tous les domaines des canapés, il y en a à tous les prix. Mais ce que moi, je veux que tu vois, c'est qu'on est sur une perte de 2/3 de valeur. Et en fait, le problème, c'est que quand je te parle d'usage, je ne te parle pas d'usure, je te parle simplement d'avoir quelque chose. Je te dis juste, voilà, je possède ce canapé, je choisis de l'acheter parce qu'au moment où je l'achète, il me plaît. Sauf que, et maintenant, on va expliquer quel est le fond du problème et qui va être le vrai problème actuel pour moi qu'on va vivre. J'efface ça. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je fais comme ça. Je vais faire comme ça. Regarde, hop, ça ira plus vite. Qui va être le vrai problème actuel que nous allons vivre maintenant. On va le vivre tous ensemble, les amis. Tous ensemble, on va vivre ce que je vais t'expliquer là. OK? Donc, sur cette courbe, on va imaginer que ici, ces traits ici, ce sont des années. Donc, on va dire que, donc, je ne vais pas l'écrire. Si, je vais l'écrire, mais je vais l'effacer. Ça, c'est 1 an. Ça, c'est 2 ans. Ça, c'est 3 ans. Ça, c'est 4 ans. On est d'accord? 1, 2, 3, 4. OK? Donc, là, on est à l'instant N. On est maintenant. On va imaginer, on est maintenant. Le fameux canapé dont on vient de parler, on va le mettre ici. Et à cette période-là, tu décides, bim, tu achètes ton canapé. Ton canapé, il est acheté, bim, tu as dépensé 1 500 €. Peu importe, je me fous de son état, je me fous de ce que tu as acheté. Tu peux même l'avoir acheté. On va prendre 1 500, on va prendre 5 000 et on va s'arrêter là. Le canapé, à partir de là, et même de tout de suite, hein, en vérité, c'est tout de suite ce que je suis en train de te dire, mais à partir du trait que je viens de faire, le canapé, si tu l'as payé 1 500 €, il vaut 500 €. Et si tu l'as payé 5 000 €, on va être sympa, on va imaginer que tu vas pouvoir le revendre 1 500 €. Alors, rapidement, pas pour nous faire du mal, mais bien évidemment, ici, tu as perdu 1000 balles. Bon, moindre mal, mais tu les as perdus entre guillemets. Et là, tu as perdu tes 3 500 €. Voilà. Perdu, tu vas comprendre ce que je veux te dire. On va en venir maintenant au point qui nous intéresse. On est, tu le sais très bien, en période de confinement, tout va mal. Et là, c'est pareil pour tous les biens d'usage. Hein. Tu prends une voiture, bim, chaque année, tu prends des claques, etc. Ça avance pas dans le bon sens. Donc là, on est en plein confinement. Ça, là, tac, ici, bien évidemment, on a on a la sainte journée des Jean-François. Nouvelle nomination du pape en présence qui va décider ce qu'il veut comme d'habitude. Là, on a le Jean-François qui arrive. Hop. Et il s'avère que là, ici, on se prend un gros mur. Je ne le souhaite pas, mais on se prend un gros mur économique. Et ce gros mur économique, il implique que
tu es toujours cette personne qui a ce canapé. Dans cette période, ça n'a pas d'importance. Là, tu perds ton travail. Tu perds ton travail. C'est fini, tu perds ton travail, c'est la grosse galère, etc. Et pour diverses raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est une petite histoire que je te raconte et tu vas comprendre où je veux en venir. Pour diverses raisons, ici, donc on va dire c'est 9 mois à 12 mois après, tu trouves un autre travail, alors soit à l'étranger, on va y mettre comme ça, soit à l'étranger, soit à plus de 300 km de ton lieu de vie. Et le travail est galère parce que voilà, ça va être une réalité que nous allons connaître. Il va y avoir, à mon avis, de meilleurs salaires, mais moins de boulot. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, à mon avis, plus le temps va passer, moins il va y avoir de travail. Le travail qu'il va avoir sera mieux rémunéré, mais il y en aura moins. Donc, ça veut dire qu'il ne sera plus forcément dans les zones géographiques où tu habites, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans tous ces biens d'usage que nous avons? Continuons notre petite métaphore. Donc, tu as acheté ton canapé à 1 500 €. Du coup, tu as un crédit de 20 000 € sur ta voiture. Du coup, tu as un crédit sur ta baraque de 250 000 € parce que c'est ton train de vie. Tu me suis? Et ça, tu dois connaître ce principe. C'est le principe de l'investissement. C'est-à-dire que l'énergie qu'on engage dans quelque chose nous attache proportionnellement à cette chose. Donc, ce qui veut dire que plus la note ici, elle est salée de tes biens d'usage, plus le boulot qui est à 300 km de chez toi. J'ai fait 30, mais c'est 300. Parce que 30, tu peux encore y aller. Mais plus le boulot qui est à 300 km de chez toi, eh ben, tu risques de lui dire non, en fait. Et plus la note ici, elle augmente. Donc là, tout à l'heure, on était sur quelqu'un qui avait un train de vie avec un canapé à 5 000 €. Donc, il est conscient il est cohérent de se dire que la voiture, elle en coûte 50, que la maison, elle en coûte 500. Et du coup, plus tu vas augmenter ton engagement, plus tu diras non parce que tu ne vas pas vouloir perdre. Tu ne vas pas vouloir laisser tout ce que tu as construit là où tu te trouves. Or, et je pense que tu l'as vérifié comme moi, le travail se déplace de plus en plus, l'argent se déplace de plus en plus. Il faut être de moins en moins attaché à ces choses-là. Il faut être de plus en plus détaché. La dernière fois, on a eu une discussion amusante avec ma femme, parce que moi, je suis quelqu'un de très détaché des choses. Effectivement, j'ai un bureau ici. J'ai plus d'affaires de travail, mais qui sont déplaçables, que d'affaires personnelles. Et c'est très marrant à voir. Je ne suis pas minimaliste. Je ne peux pas me prétendre d'un mouvement ou d'un autre. Mais si on devait parler que de ça, si je devais tirer une droite pour ma vie, je ne le fais pas pour parler de moi. Je le fais juste pour que toi, tu fasses la même chose pour toi. On va dire que ça, c'est le perso, d'accord? Et on va dire que ça, c'est mon pro, d'accord? Si je devais faire le bilan, aujourd'hui, en perso, très sincèrement, je dois avoir en biens personnels qui sont compliqués à déplacer. Il doit me rester environ même pas 2 mètres cubes. Et on parle d'outils que je vais vendre dans pas longtemps. Il y en a pour 5 000 €. Je peux te le dire, je le sais à peu près. J'ai environ 5 000 € encore d'outillage que je dois pouvoir me débarrasser, dont je vais me débarrasser. Et à partir de là, quand j'aurai fini de vendre ça, la vérité de mes possessions personnelles, c'est qu'elles s'en tiennent à ça. C'est-à-dire que personnellement, si j'ai des fringues, quelques affaires qui tiennent dans un sac, je pense que mon déménagement personnel, encore une fois, voilà, je vis avec, on est deux, on vit ensemble, on a des affaires en commun aussi, donc il y a des choses, la dernière fois, elle m'a fait remarquer qui étaient à nous et j'avais complètement oublié, mais voilà, moi je considère que j'ai rien en fait. Par contre, en pro, tu vois, à l'inverse, donc je vais le liquider parce que je compte le vendre. C'est pas pour parler de moi, mais juste que tu le vois, donc considère que je vais avoir 0 d'ici 1 an, même pas. Et en pro, je dois avoir une quinzaine de milliers d'euros de matériel. C'est à peu près tout. Ça tient même pas dans 1 mètre cube et c'est déplaçable. D'accord? Ce qui veut dire que c'est intéressant de voir que, en clair, ma vie est et on le voit, tu vois, mon centre d'intérêt personnel, il est là. Ma cible, elle est pro, en fait. Ma vie perso, elle suit mon travail. La vérité, c'est que je te pose la question maintenant. On revient à ta question de base. Tu as dit, Nico, ton avis alors sur les achats d'usage du quotidien, faire des crédits et tout. Mon avis, je te le donne, c'est que personnellement, je comprends que tu en aies envie et qu'il y a des gens qui veuillent des choses qu'ils n'aient pas les moyens d'avoir et qui les achètent à crédit. Mais la vérité, c'est que est-ce que c'est la bonne démarche dans les années dans lesquelles on va commencer à rentrer, années où, encore une fois, comme je te dis, je pense, et je peux me tromper, que le travail va être moins, il va y avoir moins d'offres, mais les offres qu'il y aura seront plus intéressantes financièrement et il sera peut-être plus intéressant du coup de pouvoir se déplacer. Alors, il y a des gens, ça ne les gêne pas de tout vendre, de passer à autre chose. Bon, très sincèrement, à mon sens, il y en a très peu, des comme ça. Parce que dans les faits, quand tu as beaucoup d'affaires et que c'est compliqué de les déplacer, tu te rends compte que les gens, ils se déplacent peu. Tout à l'heure, j'ai fait une visite et je parlais avec la dame et elle me disait qu'elle ne veut vivre que là. J'ai visité un bien à un endroit. Moi, je veux habiter que ici, elle m'a dit. Moi, je ne comprends pas personnellement. Alors certes, on n'a pas vécu les mêmes époques.
Et encore que, je pense pas qu'on avait un énorme écart d'âge, mais ça, c'est encore un autre problème. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, les gens, ils ne veulent pas quitter leur région. Sauf que la situation, les circonstances ne va peut-être pas le leur permettre. Est-ce que c'est raisonnable? Et c'est une question qui n'est pas financière. Est-ce que c'est raisonnable d'investir autant sur un lieu, d'y apporter autant d'attachement et de s'empêcher de faire certaines choses? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je te pose la question. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci Nicolas de m'avoir mis la pièce sur le canapé. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais voilà, pour moi, acheter tout ça à crédit, c'est une vraie réflexion. Moi, je n'aime pas avoir des crédits sur des biens d'usage. Pareil, parce que toujours pour aller dans le sens de ce que je suis en train de te dire, quand j'ai pas de crédit, finalement, quand je vends ces biens d'usage, j'encaisse de l'argent et ça me sert bien pour aller faire autre chose. Une voiture à crédit, quand tu t'en bats, tu te débarrasses juste d'une dette. Tu ne changes pas ta vie foncièrement, fatalement. Tu vois ce que je veux dire? Foncièrement, pardon. Certaines partent même en vacances à crédit. 3 chaises de mamie à la place du canapé, 3 places. Le gros mur économique, tu le vois après l'élection? Ouais. Oui. Si tu veux mon avis, je pense que là, de toute façon, politiquement, réfléchis une seconde. Pour moi, le mur économique, il sera forcément après l'élection. C'est un sujet intéressant. Je pourrais presque en faire une émission sur toute une soirée. Mais si on reprend ma courbe que j'ai faite il y a une seconde, qui est quelque part par là, oui, effectivement, pour moi, la Saint-Jean-François qui va avoir lieu ici, là, la sacro-sainte élection de notre empereur chéri, qui n'est qu'en fait l'ombre de lui-même, hein. On aura le même que d'habitude, ou la même, pardon, c'est pas sexiste, c'est que je les appelle Jean-François, mais si c'est une Jean-Françoise, je l'appellerai Jean-Françoise. Pour moi, on est là, si je dis pas de bêtises, on est en mars, hein, c'est ça. Ça m'intéresse tellement plus maintenant que je sais même plus les dates exactes. Mais on va être en mars quand le couronnement sera fait. Et pour moi, ça va se jouer là, ouais. Ça va se jouer là, mais je peux déjà te dire que on commence à avoir. Je pense qu'ils préparent le terrain en fait. Ils savent que de toute façon, ça va arriver. Ils savent. J'aime pas parler comme ça. Ça fait genre, il y a une intelligence supérieure, ce qui n'est pas le cas. Mais je pense que dans ce laps de temps-là, il va y avoir un truc en fait. Il va y avoir quelque chose. Pour moi, ça doit jouer. De toute façon, si ça se fait pas de là à là, ça va se faire de là à là. Mais tu vois, pour moi, sur une chronologie, le choc, il va avoir lieu à ce moment-là. Et je vais ajouter une chose très importante à laquelle je crois. Je crois qu'ils vont tout faire pour que de là à là, il se passe rien, justement pour que le couronnement se passe correctement. Et que quand le couronnement sera fait, j'ai envie de te dire, presque à la limite, celui qui prendra la place, il s'en foutra parce que ça peut même l'arranger en fait qu'il y ait un énorme choc. Parce que en fonction de l'ampleur du choc, je pense qu'il peut y avoir comment je vais dire, je veux faire peur à personne, je veux pas faire, je sais pas du tout. Hein. Ce que je te dis, c'est vraiment, là, je te partage une opinion personnelle. Mais pour moi, en fonction du choc qu'il va y avoir, il peut y avoir une remise en cause de la façon de fonctionner. Regarde, ce que j'essaie de te dire maladroitement, c'est que, regarde, imagine, on est en plein couronnement entre les 2 tours et on a une nouvelle vague de Covid, de leurs histoires, de variants, de je ne sais quoi. Parce que au final, ça c'est pareil, tu vois, je trouve que ça va être très français encore l'approche par rapport à toute cette maladie, c'est-à-dire que on est face à des gens qui nous disent on veut que tout le monde soit vacciné pour qu'il n'y ait plus la maladie. C'est comme si je te disais, écoute, je vais mettre des policiers à tous les coins de rue pour qu'il n'y ait plus de criminalité. Mais je vais vous dire un truc, c'est un scoop, hein. Ça n'arrivera jamais en fait. Personne ne pourra jamais enrayer la criminalité. La criminalité, tu peux faire tout ce que tu veux. Raisonnable que tu dois poursuivre, c'est de la réduire à son maximum. Mais croire, parce qu'on est du domaine de la croyance, qu'un jour, il n'y aura plus de je ne sais quoi, c'est du rêve en fait. Il y aura toujours cette maladie. Elle y sera toujours. Plus vite on l'accepte, plus vite on vit avec, plus vite on s'adapte, plus vite ça sera bon pour nous. Plus on va avoir des gens qui vont nous tenir ce discours débile de il faut plus qu'il y ait de personnes pas vaccinées. Moins on va avancer dans le problème en fait. Parce que tu n'obtiendras jamais d'aucune situation, quelle qu'elle soit. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la criminalité. Tu n'obtiendras jamais le zéro absolu. Ça n'existera pas parce que tu vas mettre en place tout ce que tu veux. Ben, les gens qui veulent être des criminels, ils resteront des criminels. Et ça se mettra en place. Tu vas créer une société aseptisée pour qu'il n'y ait plus de virus. Et ben, les virus s'adapteront. C'est comme ça, c'est la vie en fait. Donc soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. Donc, en vérité, on parle de rien. Moi, c'est pour ça que je veux plus écouter tous ces trucs. C'est 2 débiles qui parlent entre eux, qui essayent de te convaincre de ce que eux croient. Mais en fait, tu as le droit de croire autre chose déjà. Donc, ça, c'est déjà un très bon point. Et puis, en plus, je vais te dire un truc qui est quand même une réalité, c'est que regarde les autres pays, ça se passe autrement ailleurs.
Donc, comme ça se passe autrement ailleurs, il existe d'autres possibilités, d'autres croyances. Donc, on reste libre, contrairement à ce qu'on dit. Et c'est à toi d'avoir cette présence d'esprit, de comprendre que on n'arrivera pas à enrayer cette maladie parce qu'elle existera toujours. On n'enrayera pas la criminalité parce qu'elle existera toujours. C'est comme ça. Voilà, il faut l'accepter. Donc, pour moi, ils vont maintenir le truc durant cette période. Si entre les deux tours du couronnement, il y a un problème, on va nous reconfiner. Le Jean-François en place va rester le temps que. Et s'il n'y a pas de problème, on aura un nouveau Jean-François qui mettra ces petits trucs en place et puis qui lui se prendra le mur. Parce que de toute façon, regarde, réfléchis 2 secondes. Depuis, comment il s'appelle, Jean-François Chirac, paix à son âme. Les quinquennats se suivent, parce que Jean-François Chirac a changé les quinquennats en septennats, mais les quinquennats se suivent, mais s'empirent en fait. Le quinquennat de Jean-François Sarkozy, il était déjà bien catastrophique. Le quinquennat de Jean-François Hollande, il était bien catastrophique celui-là aussi. Et le quinquennat de Jean-François Macron, il est bien violent. Alors tu crois qu'il va être comment celui-là là? Il va être pareil en fait. Donc le mur, on va se le prendre. Donc là, ils vont maintenir tout ça artificiellement jusqu'au jour du couronnement. Le couronnement va se passer, bim, on va se prendre le mur. À quel moment? Personne ne le sait, ni toi, ni moi, ni personne, parce qu'il va arriver. Et voilà, la volonté actuelle, c'est qu'on doit tenir jusqu'aux élections. Comment je le sais? Eh ben, c'est très facile, tu vois, je vais t'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé pour le Covid, la machin? Mais regarde, on a d'abord voté et après on a été confiné. Parce que la volonté de ce pays, c'est d'abord tu votes. Hein. Bon, si tu crèves, c'est pas grave. Va faire la queue là, va mettre ta petite enveloppe et après on voit. Voilà. Et c'est comme ça que ça va se passer là. Là, tu vas d'abord voter et puis après on verra. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Donc là, et dis-toi que ce que l'on veut arrive. Et c'est humain ça. C'est-à-dire que humainement, si tu fais tout pour que quelque chose arrive dans ta vie, devine quoi, ça va arriver en fait. Et là, les Jean-François, ils font tout pour qu'on puisse faire le couronnement. On va faire ce couronnement et après on va pouvoir parler de la crise. J'espère que j'ai répondu à ta question. Elle était super, celle-là. Le mec est chaud. Alors, 3 chaises, mamita. Rebonjour, Jérôme. Les habitudes, Nico, je suis bien d'accord avec toi. Ça risque d'être chaud l'année prochaine. Je suis complètement d'accord. Du coup, si on a de l'épargne disponible, le prix de la voiture, il vaut mieux l'acheter cash, la voiture, ou prendre quand même un petit crédit, un petit crédit. Allez, ce soir, en fait, je ne vais pas la faire, mon émission. On a décidé de me chauffer sur ces sujets-là. La voiture, il faut l'acheter cash ou il faut. En fait, si tu veux, moi, je ne connais pas ta situation. Mais en gros, je vais te prendre 3 exemples et je ne vais pas te donner 3 solutions, mais il y a autant de solutions que ce qu'il y a de personnes. Je serais présomptueux de te dire fais comme ci, fais comme ça. Les questions, quand elles commencent à être techniques comme celle-là, si tu veux, pour moi, elles dépendent à 100% de ta situation. Et je vais te donner des profils et tu vas me dire, ah ouais, mais moi, donc on va pas rentrer dans ce délire, on va rester dans du fun et on va essayer de faire, ok? Donc, on va t'appeler Kevin, tu m'en veux pas, j'ai pas regardé ton nom, tiens, je vais quand même le regarder, ça serait peut-être plus sympa. Ouais, mais tu t'appelles Sensei, c'est pas, essayer de mettre des prénoms, c'est plus sympa. Donc, je t'appelle Kevin, tu m'en veux pas? Donc, il y a 3 Kevin, d'accord? Il y a Kevin 1, il y a Kevin 2, et il y a Kevin 3. Et là, il va me dire dans les commentaires, je m'appelle Kevin. Ça serait drôle. Allez, il y a 3 Kevin. Le premier Kevin, il a effectivement 20 000 euros d'épargne. Et c'est tout ce qu'il a. Il a que ça. Bon, bah, ta voiture, si t'en faut une, bah, bien évidemment que tu fais un crédit. Parce que si t'as que ça, tu vas pas me foutre ton argent dans ta bagnole. Et entre nous, franchement, je vais te dire mon opinion personnelle. Parce que si t'en veux vraiment une belle, je pourrais l'entendre. Mais si tu me dis, Nicolas, mais toi, tu ferais quoi? Moi, je ferais pas de crédit. Moi, je t'achèterais une à 1 500 euros. Tu vois, voilà. Je donne mon avis personnel là. Hein. Vraiment, c'est entre toi et moi. Bon, il y a Kevin numéro 2 maintenant. Kevin numéro 2, lui, par exemple, on va dire qu'il a 20 000 euros. Il a 20 000 euros d'épargne. Il a un crédit IMO sur sa maison. Et on va dire qu'il a, une assurance vie. C'est pas mon placement préféré. Et il a 50 000, tu vois, sur son assurance vie. D'accord? Bon, ben là, c'est encore différent, tu vois. On va faire le dernier truc, après, je vais te répondre. Et le dernier Kevin, eh ben lui, il a du locatif. Il a de déplacement boursier. Bourse, on va écrire ça, voilà. Valorisation du patrimoine, on va dire qu'il a 400 000 euros dans cette là. Et puis, sur ses comptes, à vue, il a effectivement 20 000 euros sur les 50 qui sont alloués ou disponibles pour acheter une bagnole. Ok? Bon, ben, bien évidemment, tu vois, il y a 3 situations très différentes. Là, ben, je te dirais qu'il faut voir le crédit de ta maison parce que t'acheter une voiture, même si tu as une assurance vie ici, si tu fais un crédit, si c'est pour qu'il te reste rien à la fin du mois, ben, tu fais pas. Tu prends la première réponse que je t'ai donnée tout à l'heure.
Et ici, c'est très facile. Si tu te retrouves avec un patrimoine comme celui-là, tu veux t'acheter une voiture, très bien. Je l'accepterai à la limite que tu l'achètes cash, d'accord? Mais j'essaierai quand même de regarder dans ce que tu fais s'il n'y a pas une manière d'optimiser l'achat, parce que parfois, bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va dire que dans cette catégorie, dans cette situation-là, j'envisagerai le cash, mais dans les autres, je serai très vigilant. D'abord, là-bas, je n'envisagerai pas. Si tu n'as que ça, tu ne mets pas ton argent dans une bagnole, c'est sûrement pas ce que tu as à faire. Si tu as un patrimoine normal qui est quand même diffus, c'est-à-dire un peu d'immobilier, quelques placements par droite à gauche, un peu d'épargne à vue, c'est 20 000 € qui traînent parce que tu as prévu d'acheter une bagnole, là, je resterai quand même très vigilant parce que acheter une bagnole, parce que la bagnole, c'est l'excédent d'exploitation. C'est comme ça que je le vois. Je vais être franc avec toi. La voiture, c'est soit tu gagnes bien ta vie, mais tu estimes que tu ne la gagnes pas suffisamment. Par exemple, ça, c'est mon cas. Tu vois. Moi, je trouve que je ne gagne pas assez d'argent pour m'acheter une bagnole, en fait. Aujourd'hui, je trouve que je ne gagne pas assez. Voilà, c'est mon opinion personnelle. Après, peut-être que toi, tu serais à ta place, tu te dirais, tiens, le con, c'est pas tout à fait exact. Mais c'est comme ça que je le vois. J'ai le droit, je suis libre. D'accord? Donc, tu dois avoir ta vision sur tes revenus et tu dois estimer. Il y a une phrase, il y a des trucs dont on a déjà parlé sur ces lives. Hein. Quelqu'un avec qui on parlait, il y en a qui disent que ta voiture, ça doit être 1% de la valeur de ton patrimoine. Il y en a qui disent que ça doit être 10%. Voilà, de la valeur de ton patrimoine. Bon, bien évidemment, moi, je serais plus à plancher pour cette partie-là. Ça, c'est des questions d'appréciation personnelle. Je ne dis pas que j'ai la bonne réponse. Je dis que, encore une fois, c'est à toi d'apprécier ta situation et de tout à fait honnêtement te dire, OK, oui, je peux le faire parce que je peux l'assumer. Personnellement, j'ai eu des crédits sur des voitures. Je n'ai eu pas de crédit sur des voitures. J'ai acheté des voitures cash. J'ai acheté des voitures à crédit. La seule chose que je peux te dire, c'est que quand c'est fait avec intelligence, une bagnole, ça ne doit pas être un poids. Voilà. Ce que tu dois garder en tête, c'est que ta voiture, à aucun moment, ça doit être un poids pour toi. Voilà. C'est hyper important. Peu importe l'option que tu vas choisir et peu importe la situation qui est là au final, moi, je n'ai qu'une chose à te dire, c'est que la voiture, elle ne doit jamais, mais alors jamais être un poids pour toi. Si dans une de ces configurations ou une autre que je n'ai pas, la voiture devient un poids, élimine. Donc, fais bien tes projections, envisage le pire, pose tout et fonce. Remarquez les mecs et les filles, d'ailleurs remarquez tous ensemble que ce soir, il n'y aura pas de bug sur cet écran parce que je n'ai pas cherché à le connecter une seule seconde à ce boîtier qui est là. Que donc, je vous le dis quand même rapidement, j'ai décidé que j'allais mettre une caméra par ici que vous ne verrez pas mais qui vous permettra de voir de plus près, avec laquelle je pourrais switcher. Mais bon, là, quand on fait des comptes, qu'on n'est pas sur le bon coin, on n'a pas besoin de s'approcher, donc c'est cool. Mais voilà, ce que je voulais te dire, c'était ça essentiellement, c'est que, en tout cas pour la bagnole, ne fais pas n'importe quoi. On lui a mis le lingot, pas juste la pièce. C'est pas faux. Ah, mais là, quand tu commences, moi j'adore, ça me passionne ces trucs-là. Ça me passionne de voir que, tu vois, Sensei, tu vois, tu me poses une question que je trouve passionnante parce que c'est des questions dont on devrait parler à l'école en fait. Les jeunes devraient avoir ces questions-là. Comment on achète une voiture? Moi, je vois tous ces mecs qui regardent ces youtubeurs voitures et qui viennent présenter leur bagnole. Mais si leur bagnole, ils l'ont acheté dans cette configuration-là, mais les gars viennent de juste se couper un organe en fait. Ils viennent de prendre leur œil et de le poser. Je suis pas sûr que si je les mettais en face d'eux et que je leur dise, les gars, donne-moi ton œil là, vas-y, on arrache l'œil, tu me le donnes, je suis pas sûr qu'ils me le donneraient. Et bien là, en fait, leur vie financière, c'est ce qu'ils viennent de leur faire en fait. Ils viennent de s'arracher un organe. Alors lequel, c'est peut-être pas l'œil, mais ils viennent de s'arracher un organe. Et j'ai à la fois aussi la vie inverse qui me met dans cette situation très étrange avec les voitures, c'est que si tu t'achètes une Ferrari alors que tu n'as pas l'argent, tu vas avoir l'argent qu'il te faut pour avoir la Ferrari. Et c'est tout le paradoxe. Et je suis assez d'accord aussi avec cette théorie-là qui dit que finalement, tu t'achètes une Ferrari, voilà, tu te la payes, 150 000 €. Donc déjà, vas-y, accroche-toi. Vas-y, va chercher l'argent. On va voir comment tu l'obtiens. Déjà, rien que ça, pour moi, c'est un très, très bon curseur pour voir ceux qui vont être capables d'arriver à l'acheter ou pas. Donc, je trouve que c'est quand même pas déconnant en soi. Parce que aller chercher 150 000 balles pour une Ferrari, si tu arrives à l'avoir, finalement, je me dis, le mec va réussir à faire quelque chose de sa vie. Et après, derrière, quand tu l'as, voilà, tu as les échéances qui arrivent et puis tu as la bagnole qui commence à te sucer. Hein, excuse-moi, il n'y a pas de mauvais jeu de mots, mais elle prend ton fric. Hein, c'est une danseuse. Hein, elle est là et c'est un aspirateur à pognon, le truc. Et du coup, là, tu es face à la réalité. Tu dis, ah ouais, tu l'as voulu, bah, tu l'as. Donc maintenant, comment tu payes, quoi? Et du coup, là tu es dans la réalité, tu es dans le vrai truc. Tu te dis, ah ouais, les riches, ah ouais, en fait, quand même, il y a quand même de la gestion derrière, tu vois. Parce qu'il faut l'assumer, le machin. Voilà, c'est pas des bagnoles classiques, tu vois. Donc, voilà, on va pas rentrer non plus là-dedans, mais je trouve que le sujet est passionnant parce que voilà, on parle pas, on rêve de ces bagnoles, mais on n'en parle pas de la réalité derrière le rêve en fait, parce que tous les rêves ont un prix, tous les rêves ont un prix, et on parle pas de prix en argent en fait, on parle d'un prix à payer.
un prix à payer qui peut être un prix de la vie. Tu vois. Par exemple, je vais te donner, tiens, on va continuer à parler sur le sujet parce que je le trouve très intéressant. Quand je te dis ces jeunes que je vois acheter des bagnoles très chères et que je dis, le mec, il a cédé un organe. Je t'expliquais pourquoi. Donc, encore une fois, ces barres-là, c'est des années de vie, d'accord? Voilà. Je ne sais pas combien il y en a, mais ça serait quand même pas mal que je le sache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc voilà, c'est parfait. 12, moins de 2, on est là. On va parler d'un bloc de 10 ans, d'accord? Moi, j'ai une théorie là-dessus, donc je n'ai jamais partagé avec personne. Je pense que nos vies sont régies par des blocs de 10 années. D'accord? Donc, en gros, je t'explique ma théorie par rapport à ça. Je pense que ta vie financière, tu la construis, directement ou indirectement, entre tes 20 et tes 30 ans. Alors, ça peut se déplacer selon les personnes, en fonction des études et des situations. On est bien d'accord. Il est évident que ta vie financière, elle va se jouer là. Mais les blocs de tes 10 années précédentes influencent les 10 années suivantes. Et par bloc de 10 ans, comme ça, ta vie financière se construit. Alors, bien évidemment, on est d'accord que dans ces blocs, il peut se passer des choses imprédictibles qui vont venir tout bouleverser. Par exemple, au hasard, on est en France, tu gagnes au loto. Hein, voilà. Mais bon, on n'en parle pas parce que tu as autant de chances de te balader à poil avec un parapluie et de prendre la foudre que de gagner au loto. Donc, si tu veux, en soi, pour moi, on va virer ce truc débile et arrêter d'en parler une fois pour toutes parce qu'on va parler de choses qui arrivent réellement, pas des choses qui ne sont pas maîtrisables. Pour moi, déjà, tu gagnes de l'argent quand ce que tu fais, tu peux le refaire. Donc, ça explique, tu vois, par exemple, mon non-intérêt pour le Bitcoin. Parce que pour moi, le Bitcoin, si je vais voir un mec et que je lui dis, OK, tu as spéculé sur ton Bitcoin, c'est super, refais-le. Maintenant, là. Fais-le maintenant. Parce que, par exemple, tu vois, quand tu me donnes un appart, que je vais faire quelque chose sur l'appart et que je vais le revendre plus cher, je sais ce que j'ai fait et je peux le refaire à l'infini pour gagner cet argent. Tu suis mon raisonnement. Mais le Bitcoin, comme la variation, elle est indépendante de toi, tu ne peux pas le refaire en fait. Tu peux juste attendre que ça rebaisse et que ça remonte. Et même si tu as compris le mécanisme, ta spéculation, elle n'est pas basée en réalité sur ta compétence. Elle est basée sur ton analyse et ce que tu as compris du marché. Ce qui veut dire que si tu rates un truc, tu ne gagnes pas de fric en fait. Donc, bon bref, je m'égare, mais je reviens au sujet. Donc le mec, il est jeune, il commence à travailler. Donc là, il a 20 ans le jeune, d'accord? Là, le jeune, c'est toi, c'est moi, c'est qui tu veux, c'est ta meilleure amie, ton meilleur pote, on s'en fout. 20 ans, c'est un mec ou une nana exemplaire, le baccalauréat, BTS plus 2, bim, commence à travailler. Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Alors, on ne va même pas faire ça, tiens. Je vais prendre un cas que j'ai connu. Elle commence à travailler je pense à quelqu'un, à 24 ans. Premier emploi, BTS signé, quelques années de redoublement, une année de fête, la vie quoi. Sa vie commence à 24 ans. Première année de boulot, voiture offerte par papa et maman, qui fait pendant 2 ans. Première année de boulot, le temps de machin, nanana, ok. 2 années de travail, un CDI signé à la fin de la première année. Qu'est-ce qui se passe? Écoute bien, histoire vraie, intéressante. Dans la fin de la deuxième année, ici, achat d'une voiture à crédit. Ici, achat d'une voiture à crédit. Achat d'une voiture à crédit. 24. Le crédit, je l'avais en tête, mais on parle d'un crédit et accroche-toi bien. Mais après, voilà, je critique personne. On parle d'un crédit dans les 400 €. La personne s'est fait plaisir, peu importe, garçon, fille. La personne s'est fait plaisir, elle s'est pris une bagnole. Le salaire est de 1006 ou 1700 €, d'accord? Donc, en gros, tu as 400 balles qui partent dans le crédit de la bagnole. Et là, regarde bien, locataire, attention, je ne dis pas locataire avec une valeur, hein. Je n'ai pas de jugement dans ma bouche. Je dis locataire parce que c'était sa réalité. Locataire, elle part, je crois qu'elle garde son emploi. Elle garde son emploi 3 ans après ça. Donc, 1, 2, 3. Ici, perte de l'emploi. Perte d'emploi, ok. Jamais retrouvé. Et attends, c'est là que ça devient drôle. 2 ans et demi après, ici, son conjoint déménage pour des raisons professionnelles et elle doit partir. Et là, regarde, on a un bloc de vie quasiment, puisque la 10e année, elle est là. On a un bloc de vie qui vient de passer de quelqu'un qui a fait quoi pendant ce bloc de vie? De son argent? Pose-toi la seule question. Elle a acheté une voiture. Voilà, à 400 € qu'elle a toujours. Alors, tu vas me dire, elle l'a toujours, mais le prix qu'elle l'a payé, ce n'est pas la valeur qu'elle possède. Et ce bloc de vie, quelle incidence il va avoir sur le prochain? Eh bien, je te le donne en 1000, 0 €. Ce bloc de vie-là, ces 10 années-là, elles vont ramener 0 € pour le bloc prochain. Et le bloc prochain, s'il est calqué sur celui-là, 0 €. Un matin, la personne va se réveiller, elle aura 50 ans. Elle va se dire, merde, j'ai pas d'argent. Ils sont vraiment chiants, ces riches, il faut les taxer. Alors qu'en fait,
Tous ces blocs de vie de 10 années, ils auront été calqués sur ce même modèle. Un jour, tu parleras avec cette personne qui te dira « Ah, mais moi, j'ai pas envie d'investir, ça m'intéresse pas, je préfère claquer toute ma thune. » Voilà. Et à l'arrivée, la personne, quand elle regardera son accomplissement, il sera à l'image de tes premiers blocs de vie, en fait. Et comme ça, tes tranches de vie, elles influencent tes trucs. Alors, bien évidemment, voilà. Moi, je t'ai dit, là, j'ai pris un exemple que j'avais en tête, que j'ai connu, de quelqu'un qui a commencé à 24 ans. On est bien d'accord. Tu peux commencer à 20, tu peux commencer à 40. Il n'y a pas d'âge, en fait. Je ne juge rien dans ce que je suis en train de te dire. Je suis juste en train de te montrer que tu as des blocs de vie qui ont une durée. Ces blocs, ils t'offrent des opportunités. Tu les saisis ou tu les saisis pas. Je le répète aussi depuis le premier jour que je suis sur le web. Les riches, la différence entre les riches et les pauvres, c'est pas que il y en a un qui est né avec une étiquette de riche et il y en a un qui est né avec une étiquette de pauvre. C'est pas l'éducation, contrairement à ce que certains veulent te faire croire. C'est même pas le savoir. J'ai des formations, je pourrais te dire prends ma formation, tu gagneras des millions. C'est pas ça. Non, la différence, c'est ce qu'ils font de leur argent. C'est juste ça. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Moi, et ça c'est vrai par contre, ma formation, elle t'apprend à savoir quoi faire avec de l'immobilier. Maintenant, si tu me dis, moi, Nicolas, je vais faire de la bourse, c'est pas moi qu'il faut que tu viennes voir, en fait. Chacun, on t'apprend un truc, tu fais ce que tu apprends. Moi, ce que je sais, c'est que si sur un bloc de 10 ans, tu finis ton bloc de 10 ans en n'ayant rien fait, le bloc d'après, tu repars de rien, en fait. Donc, ça va être toujours aussi dur. La vérité, c'est que la même personne, ici, elle aurait acheté un appart, elle se barrait. Ce bloc-là, il ne lui aurait pas servi à rien. Il ne l'aurait pas amené dans nulle part, en fait. Là, aujourd'hui, quand tu t'assois et que tu regardes ce bloc de vie-là, tu te dis « j'ai bien profité, je me suis bien amusé ». Comme je t'ai dit, je crois qu'ici, il y a eu une période de chômage où la personne, elle a fait un petit peu, elle a vécu, comment je vais dire, elle a vécu une période, tu vois, un petit peu de rêve puisque tu es payé avec du temps. Mais ça s'appelle une illusion, ça. Ça, c'est juste une illusion. C'est une anomalie propre à la France, en fait. Si demain, on a vraiment des gros problèmes, ce que je pense qu'il va quand même y avoir quand même des conséquences, il va falloir trancher dans l'art, il est très probable que nos enfants, ça, ils le connaissent plus, en fait. Donc voilà. Bref, c'est pas très grave, ça c'est des détails. Ce que moi j'essaie de te dire, ce que j'essaie de te montrer, c'est juste que en réalité ça, on n'en parle pas, c'était une illusion, mais tout ce qu'il y a avant et tout ce qu'il y a après, ben, s'influence en fait et est interconnecté. Et tes blocs t'influencent. Moi par exemple, j'arrive à la fin de mon deuxième bloc de vie et je vais attaquer mon troisième bloc et après il restera un quatrième bloc et puis après il y en a qui tirent sur un cinquième, ça dépend des pays, ça dépend des gens, ça dépend de plein de choses et puis après c'est fini quoi. En gros, tu as 5 gros blocs. Tu en as qui en ont un de plus parce qu'ils commencent plus tôt. Tu en as qui l'ont pas. Tu en as qui commencent plus tard. Donc, si tu vois, c'est des blocs de 10 ans, quoi. Réfléchis-y, mais tu verras que ça va très vite. Et surtout, tu vas voir que moi, aujourd'hui, je gagne de l'argent parce que le bloc précédent que j'ai monté, eh ben, il me sert vraiment de base d'appui. Et le prochain, j'ai mes petites idées. Là, j'arrive sur la fin. Et puis, j'espère que le prochain sera aussi kiffant que celui-là, que les deux que j'ai passés. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de jugement dans ma bouche. J'essaie juste de te montrer que, voilà, l'argent, c'est ce que tu en fais, c'est là où tu le mets et il te revient de la même manière que ce que tu l'as investi. Voilà. Alors, oh là là, il y a du monde. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Ça me fait plaisir. Pour une voiture, non, il vaut mieux acheter cash normalement car une voiture, c'est vraiment passif par excellence qui perd de la valeur dans le temps. On est bien d'accord. Warrior Mage, essayez de mettre des prénoms s'il vous plaît, c'est beaucoup plus simple pour moi. J'aime pas trop quand il y a comme ça des Warrior Mage, tu vois, je t'avais appelé Kevin, je vais faire comme avec les Jean-François. Là, on lui a mis le lingot, oui voilà, c'est ça. Le meilleur moment des lives, le moment de la petite pièce, c'est ça. Si on achète une voiture via une société pour défiscaliser, est-ce que c'est un actif? Alors, les sociétés, si tu veux, quand tu achètes des bagnoles avec des sociétés, ça peut être intéressant, mais là aussi, il faut vraiment se renseigner sur les bagnoles. Il y a vraiment les voitures, c'est vraiment très spécial, j'insiste. Moi, j'ai une manière très singulière de les acheter. Chacun sa manière de voir les choses. Je pense qu'il faut que tu te renseignes. Effectivement, quand tu es chef d'entreprise et que c'est opportun, qu'en tout cas, on va dire que c'est cohérent par rapport à l'activité, ça peut être effectivement très intéressant, c'est même conseillé. Voilà. Nicolas et son rapport aux voitures, une grande histoire d'amour. Effectivement, moi, j'ai un rapport depuis… As-tu changé de vision depuis ta Ferrari? Moi, j'ai changé de vision. Alors, attends, je vais remonter. Attends. Jusque-là, je suis allé tout bas. Le meilleur moment de la voiture en société, c'est clair, très bonne explication. Salut Nico, je prends la directe, super content. Merci. La voiture devrait représenter 2 à 3% de notre patrimoine. La question, elle est vite répondue. Voilà, donc tu vois, ça, c'est des théories. Il y a des théories là-dessus, ce que je disais tout à l'heure. C'est très variable en fonction des personnes. C'est à toi, après, d'avoir une… Moi, je pars du principe qu'en tout cas, ça ne doit pas t'impacter, la voiture. Elle ne doit pas avoir d'impact sur tes projets. Et comme les projets priment sur le reste, c'est à toi de bien réfléchir à ce que tu fais. Oui, les grosses bagnoles, c'est des ronges budget de toute façon.
en effet, mieux vaut avoir une petite voiture d'occasion, beaucoup moins de stress aussi, c'est vrai. As-tu changé de vision depuis ta Ferrari? Alors, il faut que tu saches que dans ma famille et de façon générale, on a déjà eu tous des très belles voitures. Moi, j'ai eu des voitures de collection quand j'étais plus jeune. Et globalement, je vais te donner mon ressenti personnel. Moi, j'adore les vieilles voitures. Donc déjà, il faut savoir que si demain, je devais racheter des voitures, me redire, allez, je me remets dans les voitures, il y a 2 voitures que je veux actuellement absolument. Il y en a une, c'est une voiture des années 50 qui coûte, ça me fait râler d'ailleurs. Pour tout vous dire, hein, je vais être franc avec vous. Aujourd'hui, si tu veux un business qui est rentable, c'est le marché des voitures de collection. Moi, j'ai eu l'occasion d'en acheter une à 55 000 euros. Je l'avais pas fait à l'époque parce que voilà, j'ai pas voulu le faire. Ben, je regrette parce qu'aujourd'hui, cette même voiture vaut entre 110 et 150 000 euros. J'aurais dû. Mais bon, voilà, c'est la vie. J'ai pas de regrets, mais j'adore les bagnoles de collection. Donc, si je devais repartir sur de la voiture actuellement, j'achèterais une voiture de collection. Et en parallèle, je kiffe les Tesla. Je l'ai dit dans mon bouquin et je le pense. Et voilà, ceux qui sont dans le programme, d'ailleurs, vous allez avoir une vidéo qui va arriver très, très, très prochainement, je pense demain. Vous allez voir, les aventures continuent. Je pensais qu'on était au bout et que donc la voiture allait arriver. Hein, voilà, mais il y a un petit contretemps, vous verrez ça demain. Ok. Donc les bagnoles, effectivement, voilà, c'est une question aussi de goût, etc. Ma vision des voitures qui coûtent cher. Sache que quand tu as des voitures qui coûtent cher, des voitures tape à l'œil, type Porsche, Ferrari, etc. Il faut savoir que alors, ça flatte l'ego, mais c'est aussi très incommodant à conduire au quotidien. Tu te fais tout le temps arrêter. Voilà. Alors, selon la bagnole que tu as, c'est sûr que si tu prends un Cayenne ou un Macan, j'ai rien contre ça. C'est des voitures plus usuelles qui sont moins arrêtées. Mais dès que tu vas taper dans des bagnoles un peu spéciales comme de la Targa en Porsche ou de la Ferrari, dès que tu roules, papier, pas papier, bonne gueule, pas bonne gueule au volant. Pourquoi vous m'arrêtez, monsieur? J'ai envie de voir la voiture. Et parfois, c'est un peu chiant. Voilà. Mais ceux qui en ont savent de quoi je parle. Après, voilà, j'ai jamais eu des voitures non plus de ouf. Hein, c'est-à-dire que je vais être tout à fait transparent. Moi, j'ai jamais mis plus de 50 000 euros dans des bagnoles. Voilà. Donc, si tu veux, on va être très réaliste. Et à un moment donné, j'ai jamais dépensé des sommes folles dans des voitures. C'est pas mon délire. Là, tu vois, sur ces 2 dernières années, j'ai acheté des biens contents et j'aurais pu acheter des voitures. Mais je préfère acheter des biens. Voilà. De toute façon, dis-toi que ma personnalité, 100% du temps, quand j'ai l'argent pour acheter une bagnole, ça finit en bien immobilier. C'est comme ça. Je ne me referai pas. C'est comme ça. Je suis fait comme ça. C'est ma nature. Mais après, je l'assume complètement. Ce qui compte, c'est d'assumer. Cette scène-là partagée dans un podcast, j'ai écouté hier, tu parlais de Lucchini, ne lâche rien. Ta théorie, c'est tous les 10 ans, c'est une question d'héritage, tu disais. Oui, je me rappelle plus. Écoute là tout de suite. Enfin, tu disais que de 20 à 30, tu travailles pour tes 30-40. J'aime bien ta théorie. Ah oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Il considère qu'on n'aura jamais besoin de vendre. Alors, attends. Je te corrige sur le Bitcoin. C'est une crypto trader. C'est pour un crypto trader. Mais genre, Michael Saylor a une autre vision des choses. Il considère qu'on n'aura jamais besoin de vendre et qu'à l'avenir, on pourra utiliser le Bitcoin en collatéral pour emprunter de l'USD dollar. Ah, intéressant ça. Alors oui, moi je suis complètement ouvert. Moi, le problème du Bitcoin, alors effectivement, tu viens de le dire, je sais qu'il y a plein de mouvements dans le Bitcoin, la crypto, et je veux que tu saches aussi que ma vision de la crypto, elle ne conditionne pas le fait que je n'en ferai jamais dans le sens. Attention, je vous arrête, je ne vais jamais me présenter à vous et vous faire sortir une formation de crypto. Je ne vais jamais arriver en disant je suis devenu millionnaire en crypto, je ne crois pas parce que je n'ai pas les comportements qui me permettront de l'être. Mais ça me permet simplement de te préciser que j'ai une vision de la crypto où, premièrement, je comprends ce que c'est. Deuxièmement, je vois très bien comment ça peut servir mes projets. Mais, indépendamment de tout ça, je ne spéculerai jamais dessus. Et moi, j'émets effectivement des réserves sur la crypto par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire que si la crypto continue à exister, les États finiront par mourir. Et au moment où je te parle présentement, nous sommes aujourd'hui en 2021, je ne connais aucun État qui acceptera de mourir à l'heure actuelle. On n'est pas encore prêt à ça. Je ne pense pas que les États soient prêts à laisser leur place. Pour moi, clairement, la crypto, en l'état, ne continuera pas. Et si elle continue, elle va continuer à se déployer et donc elle va continuer à amener de l'innovation qui va impliquer de la destruction économique fatalement. Je pense notamment à une chose toute bête.
C'est-à-dire que les prochaines étapes, ça va être des banques de crypto-monnaies qui vont proposer des prêts. Et imagine, ne serait-ce qu'une seconde, que les banques étatiques des États, pour diverses raisons, décident par exemple, suite à une crise majeure, comme par hasard, de ne plus prêter aux populations, et que les populations obtiennent quand même des prêts en se tournant vers des banques de crypto, tu comprends bien que ça fait désordre en fait. Et donc, pour moi aujourd'hui, et c'est très personnel ce que je partage avec toi, de quelque façon que je me projette avec la crypto, je ne vois pas un avenir de coexistence crypto-État. Donc, il y aura forcément une interférence que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Je ne suis pas un professionnel de tout ça. Une interférence qui aboutira sur quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Peut-être pas une mort, mais un encadrement. Aujourd'hui, regarde, je suis très surpris, mais l'État, en tout cas, l'État a très bien compris qu'en termes de spéculation, il y avait de l'argent à prendre. Donc, pour l'instant, l'État a simplement choisi de taxer les comptes en crypto. C'est un choix. Mais si demain, la crypto marche sur les plates-bandes de l'État, l'État choisira, comme dans certains pays, d'interdire la crypto. Et là, ce sera une autre histoire. Donc, on reparle. Moi, je ne connais pas l'avenir. Je n'ai pas de point de vue négatif ou positif sur le sujet. Je pense que la crypto est un super outil, il faut s'en servir. Mais personnellement, je suis vigilant. Voilà. Mais je trouve ton élément très intéressant et je pense que c'est sans doute un des éléments, en tout cas, Warrior, voilà, je te le dis, c'est quelque chose que j'apprécie dans ce que tu viens de mettre parce que pour moi, c'est la façon la plus cohérente de voir la crypto, c'est-à-dire ce qu'elle est, une monnaie et pas un forex déguisé, quoi. Tu oublies le mariage de princesse et les enfants. C'est parti pour la 13. Ouais, on va pas parler de ça, Stéphane. Hein. Pour le divorce, bien sûr. Mais il y a Mythique aujourd'hui pour le bloc d'après. C'est vrai aussi. Mais effectivement, tu as raison. Le divorce dans les blocs influence aussi énormément nos vies. Tes blocs de vie sont énormes. Mais de toute façon, tes blocs de vie, comme moi je les appelle, ces blocs sont très, très influencés par tous les événements qui vont venir perturber finalement le mécanisme. Et donc, c'est vrai que, voilà, moi, je te donne ma théorie qui est personnelle encore une fois, mais j'y crois en tout cas. Et en tout cas, quand je la ramène aux gens que je côtoie, je la constate. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas géré le bloc précédent, financièrement je parle, et qui décident sur le bloc d'après, de gérer le bloc d'après, ben, tu te rends compte qu'en fait, c'est ça, tiens, regarde, on va aller un peu plus loin, parce que ce que tu dis est intéressant aussi quand tu me dis, ouais, on va pas, ah non, c'était pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était ça que je voulais faire. Alors, attends, on va faire ça, voilà, et on va faire ça. Et attends, si je fais ça, ça devrait... Oh, c'est magique. Voilà. Et là, normalement, je le prends. Voilà. Là oh, c'est génial ce tableau. Je suis très heureux. Donc là, tu as ton premier bloc de 10 ans. D'accord? On va se mettre là, on reprend ça, on reprend ça, on reprend ça et on prend ça. Et là, regarde. On va tirer le prochain bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on a encore un autre bloc qui arrive. 1, 2, 3, 4, 5. On va aller comme ça. Donc, effectivement, tu prends le bloc comme ça. On va changer de couleur. Et effectivement, on va imaginer que là, il y ait un divorce. Eh bien, ça peut créer une cassure et influencer directement le prochain bloc. Et en réalité, ce que je voulais t'expliquer, ce que j'allais te dire par rapport à divorce, etc., et à l'influence des blocs, c'est que si, regarde, si ici, elle avait acheté un logement, juste un, peut-être qu'elle aurait eu le goût et qu'elle en aurait acheté ici un deuxième, il ou elle d'ailleurs, peu importe. Ben, si tu arrives dans ce bloc, on va imaginer que là, on va faire un petit point, on va faire un point de bloc ici. Là, ici, tu as ton premier bloc. Là, tac, tu viens là, tu rentres avec 2 maisons dans ce bloc. Dont une de payée. Il est facile de comprendre que dans ce bloc-là, ben, techniquement, tu es quasiment certain qu'il va y en avoir une troisième. Ce qui fait que le bloc suivant, tu es quasiment techniquement certain qu'il soit il va y en avoir une quatrième, soit il va y en avoir une très grosse. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que comme les blocs s'influencent en permanence, eh bien, enfin, pour moi, c'est clair que l'entrée dans le bloc ici va conditionner la réalisation du bloc qui va conditionner le suivant. Et donc, comme tu dis, le divorce, si tu as un divorce et que tu es marié et que ça vient casser cette dynamique, eh bien, ça aura des conséquences et ça se répercutera. Donc, voilà. Et effectivement, les divorces ont un réel effet. Mais je pensais que tu parlais des... Quand tu as dit des princesses, j'ai pensé que tu parlais des Jean-François, mais c'est pas grave. Mes délires personnels. Nico, t'avais un Cayenne à un moment, si je me rappelle bien. Sandra, ça manque de pouces, les amis, pouces. Elle a raison, j'oublie tout le temps, moi, je suis pas... Ça n'a rien à voir. Quelle est la marque de ton tableau numérique? Pourquoi, Mehdi, tu veux créer une chaîne concurrente?
Alors moi, j'ai choisi un tableau Speechy. Alors je sais pas comment je peux te montrer ça. Ça, c'est l'autre version de Write, mais c'est un tableau Speechy. Il n'est pas, quand tu le vois ici, il n'est pas en pleine. Voilà, il pourrait avoir plus. Aujourd'hui, j'ai compris comment il marchait, mais il pourrait faire plus de choses encore. Mais j'ai choisi un tableau Speechy. Voilà, donc écoute, bon, bref, je sais pas comment je pourrais te montrer la marque, mais c'est une marque Speechy. Voilà. La voiture de James Dean, la Porsche 356, elle est très belle. J'aime beaucoup. Effectivement, j'aime beaucoup. Michael Saylor, c'est le CEO de MicroStrategy. Il a genre 1 milliard d'USD dans le Bitcoin. C'est lui qui a encouragé Elon Musk à mettre 1,5 milliard dans le Bitcoin. Ça, tu vois, pour moi, le fait que Musk ait influencé le Bitcoin est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai cette méfiance envers le Bitcoin, cette prudence, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Tu peux l'appeler des deux façons comme tu veux me concernant, mais un actif, pour moi, ne doit pas être influencé. Enfin, moi, pourquoi j'aime l'immobilier? Parce que personne n'influence l'immobilier. C'est-à-dire que même si les politiques ont parfois cette volonté de matraquer l'investisseur, ils ne peuvent pas casser la dynamique qu'il y a derrière. Et quand tu as compris, dans un marché comme celui de l'immobilier français, comment ça fonctionnait, tu le comprendras pour un autre marché. Donc, de toute façon, la dynamique est bonne. Le défi de la crypto, enfin, la dynamique est bonne parce que justement, elle n'est pas influençable, au point où le Bitcoin l'est actuellement. Alors peut-être que ça va changer, mais c'est ça qui fait pour moi la différence des qualités d'actifs. Le défi permet déjà de faire la finance décentralisée. Ouais, je suis d'accord. C'est un marché de plusieurs milliards. Donc effectivement, je suis d'accord, Khalid. Mais je suis d'accord. Attention, voilà. Je veux pas que vous croyiez que je comprends le Bitcoin. Ça me plaît, mais ce n'est pas mon métier. Et encore une fois, moi, j'ai un profil de quelqu'un qui ne fait que des choses qui peuvent être reproductibles. Et moi, le Bitcoin, même si demain, prenons un exemple. Demain, je gagne, et je dois faire une vidéo sur le sujet, je vais la faire. Demain, je gagne des millions en Bitcoin. Même je les gagne, mais je ne serai pas vraiment content en fait. Parce que je ne pourrais pas le refaire. Ça changerait certes ma vie sur l'instant et je serais content du changement. Ça ferait un événement imprédictible dans un bloc. Mais ça ne me rendrait pas heureux. Parce que je serais... Je ne sais pas comment expliquer, mais je serais en fait, en quelque sorte, bloqué, inhibé, je ne sais pas comment dire, je ne trouve pas le terme, je serais dans une espèce de situation d'ignorance en fait, par rapport au fait de, d'accord, très bien, j'ai gagné des millions, mais alors je le refais comment maintenant? Parce que, voilà, je te donne un exemple. Imagine là, je mets X milliers d'euros sur du Bitcoin et ces milliers d'euros deviennent des millions. Bon, ma première question quand ça m'arrive, c'est OK, maintenant comment je fais avec mes millions pour en avoir des dizaines de millions? En fait, tu ne peux pas. Parce que tu dois attendre que la variation de marché repasse. Alors, tu vas me répondre, oui, mais regarde, ceux qui font du Bitcoin depuis des années, ils l'ont vécu plusieurs fois et ils savent le faire, mais ce n'est pas dépendant de leur volonté. Ils ne peuvent pas le refaire à la baguette. Ils doivent attendre que ça arrive en fonction de quoi? D'un confinement. Ça ne m'intéresse pas trop. Oui, c'est tout à fait possible, je comprends ce que tu veux dire, mais les États, on va les détruire. Les États. Écoute, en France, je ne suis pas convaincu. En France, je ne suis vraiment pas convaincu qu'on arrive à détruire les États. Enfin, je ne pense pas que l'État français soit destructible du jour au lendemain. C'est quelque chose de l'État français dans ses choix et dans ce qu'il propose. Sincèrement, c'est vicieux. Pour moi, ce que fait la France, c'est quelque chose de vicieux. Je vois le comportement de l'État français comme un comportement vicieux envers sa population. Alors que, et je le reconnais bien volontiers, ça part d'un bon sentiment. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, y compris les gens qui sont demandeurs de ça, parce qu'il y a des gens qui sont demandeurs, hein, ne voient pas les conséquences négatives que ça implique dans leur vie. Je pense que beaucoup trop de gens ne le mesurent pas, sinon ils n'accepteraient pas en fait. Et je pense que du coup, voilà, ils préfèrent voir le positif. Mais c'est comme tout en fait. On a tous des situations qui nous arrivent et on choisit de voir le négatif ou le positif. Et pour moi, aujourd'hui, l'État français, je ne pense pas qu'il va se détruire aussi facilement. D'ailleurs, regarde avec les Gilets jaunes, c'est monté très haut, très loin. J'ai été très impressionné de la pugnacité, de jusqu'où on est allé dans ce mouvement. Et regarde, là, on est confiné, tout le monde baisse la tête, quoi. C'est juste ouf, quoi. Et je veux dire, honnêtement, moi, je suis membre actif des Gilets jaunes. C'est maintenant qu'il faut aller manifester. Parce que là, les policiers, s'ils t'approchaient, tu dis, vas-y, je suis malade, j'ai le Covid. Viens, vas-y, bloque-moi. Tu vois? C'est là qu'il faudrait y aller, en fait. Je veux dire, si tu réfléchis une seconde à cette histoire de manifestation, manifester maintenant, les mecs. Je veux dire, à te prendre des trucs dans les yeux, à avoir des problèmes, à être dans la merde. Dire, c'est bon, chopez le virus et transmettez-le. Et puis, tu vois ce que je veux dire? Moi, je serais dans ce raisonnement-là, en fait. Et ça montre que, pour moi, là, je vois la résilience. Et c'est là où je me dis, mais alors, finalement, ce mouvement, est-ce qu'il était aussi
Je suis désolé de parler comme je parle. Je m'excuse, je veux vexer personne, mais je le pense quand même quelque part. Est-ce que c'était aussi vital, tu vois? Est-ce que c'était autant à fleur de peau? Je sais pas. Voilà. J'ai peut-être tort, hein. Corrigez-moi. Voilà. Ouais, c'est ce que la concurrence crypto-monnaie fiduciaire. Y a-t-il un PDF sur les blocs? Non, il n'y a pas de PDF sur les blocs. Ça, c'est vraiment purement personnel, quoi. Je veux dire, je pourrais écrire un livre si tu veux. Ça, je pense que j'en suis capable. Pourquoi pas les blocs de vie? Ça serait intéressant, tiens. Je vais le noter. Merde, je vais me noter. Tiens, prochain livre. Allez, il m'en manquait un ou deux. Regarde, c'est pas mal. Tiens, tu me donnes une idée. Désolé. Hein. D'ailleurs, des petits détails. Des petits détails que je veux communiquer avec vous pendant ce temps. Dès que j'ai la table, je m'en occupe toujours pas de la table. Hein, je dis les choses telles qu'elles sont. Dès que j'ai la table, il y aura à nouveau un live comme on avait fait pendant le premier confinement où on va réécrire le livre, le roman que je voulais écrire en fait, d'accord, avec vous. Donc pour ceux que ça intéressera, j'ai conscience que ce sera un live où il y aura peu de monde, mais c'est plus un truc, c'est plus un plaisir que j'ai envie de partager parce que j'aime vraiment écrire. Donc je sais pas comment je présenterai le truc. Je pense qu'on me verra juste en train d'écrire avec l'ordi et que je parlerai avec vous, avec ça à côté. Enfin, on verra. Mais ça va se passer ici, ok? Donc voilà. Oui, mais alors, docteur Yavusa, je vais faire quelque chose sur les blocs. Pas de problème. Aujourd'hui, j'ai 3 biens immobiliers. Ils me rapportent 1 700 € par mois. Mon salaire 1 200 n'évoluera pas trop, voire pas du tout. Et les banques, même avec, ne me financeraient plus pour les prochains. Ouais, c'est ça. 1 000 € pour les prochains. Bien, car taux d'endettement dépassé. Pourtant, je gagne 700 € de loyer chaque mois. Je rembourse mes prêts uniquement avec mon salaire et il me reste 200 € à la fin du mois. Comment je gère mon argent pour la suite? La banque m'a tout simplement dit que la seule façon d'investir à nouveau est de gagner plus dans le salariat. Toi qui as jamais travaillé, que me dirais-tu? Désolé du pavé et si tu n'as pas compris, pas grave, j'apprécie toujours. Bon alors, écoute, je vais te répondre succinctement, mais j'espère que tu comprends très bien que c'est pas une réponse courte qu'il te faut. Déjà, premièrement, je veux que tu saches que, bon voilà, ta remarque, elle est légitime, mais excuse-moi de te le dire, tu me rapportes simplement ce qu'une personne t'a dit. Déjà, premièrement, ce que je te dirais, peut-être que tu es dans le groupe, peut-être que tu n'es pas dans le groupe, si tu travailles avec moi, le premier truc que je te dirais, c'est déjà, tu n'as pas vu assez de personnes. Deuxièmement, et effectivement, je vais quand même te le confirmer, moi, j'ai jamais eu de CDI. Hein. Tu écoutes un mec, si j'ai bien un point intéressant, je pense, pour toi, c'est que je n'ai jamais eu de CDI. Ce sont mes revenus locatifs qui financent mes revenus locatifs. Donc, tu écoutes bien ce que je suis en train de te dire. Donc, ça veut dire quoi? Moi, si tu m'écoutes, qu'est-ce que je répète tout le temps? On met de l'apport. On met de l'apport pour avoir de la marge. Ça veut dire que si tu écoutes ce que je te dis en filigrane depuis des mois et que je rédis depuis de toute façon le début, c'est que tu n'as pas assez de marge. Tu n'as pas assez de marge. Donc, ça veut dire que soit tu as mal acheté, soit les biens que tu as, ils ne sont pas assez performants. Donc, change-en. Vends-en un, rachète-en un autre. Fais un arbitrage. Dans les semaines, la semaine prochaine, je t'ai dit qu'il allait y avoir des vidéos qui sortent. Tu verras. Je pense que le sujet va t'intéresser. C'est marrant, je ne l'ai pas fait exprès. Mais dans les exemples que je donne, il y en a un qui correspond un peu à ton profil. Et c'est rigolo parce que voilà, c'est compliqué après de parler de ça comme ça. Tu as 10 000 € d'épargne. Quelle est ta situation après familiale, tu vois? Tu es seul, tu es marié, tu es avec une femme ou tu es une femme, tu es avec un homme. Parce que j'ai pas fait attention, mais Cédric, tu es un homme. Donc, tu es avec une femme, tu es marié, tu n'es pas marié, tes biens, tu les possèdes en nom propre. Quel est ton mode d'exploitation? Si tu fais la location saisonnière, j'ai presque envie de te dire que c'est normal ta situation. Il faut comprendre que la location saisonnière, elle n'amène pas les mêmes résultats que la location en nu. Même si le saisonnier, vous êtes là à vous dire « ça me rapporte plus d'argent », ça complique plus l'accès au crédit aussi. Et ça, on t'en parle jamais. Alors, ça dépend comment c'est monté aussi. Mais personnellement, j'ai tendance à croire de ce que je suis en train de lire, vaguement de ce que je vois. Premièrement, je pense que ta méthodologie de travail est peut-être à revoir, à re-réfléchir. Re-regarde tes biens, parle avec plus de banquiers et déjà, tu as une piste de réflexion. Après, voilà, je peux pas mieux te dire que ce qui me concerne, j'ai toujours financé mes biens locatifs avec du locatif. Je mets de l'apport pour avoir des grosses marges. Donc voilà, après, il n'y a pas de magie. Hein. On ne peut pas avoir un emprunt en CDD. Alors, mais tu peux avoir des crédits dans toutes les circonstances, mais il y a des contreparties. C'est-à-dire que si tu es en CDD, la contrepartie, ça va être encore de l'apport. Voilà. C'est sûr que si tu viens me voir et que tu me dis « Alors Nicolas, je ne travaille pas, j'ai 3 loyers qui rentrent tous les mois de 500 € sans crédit et je veux acheter 100 mètres d'apport », ça va être compliqué. Tu vois? Après, il faut comprendre qu'il
il n'y a pas de situation de refus. Il n'y a que des situations qui changent les conditions d'accès au crédit. Donc, si ta situation actuelle ne te permet pas d'acheter, c'est que comme le banquier te l'a dit, aujourd'hui, lui, il te dit, tu n'as pas assez de revenus du salaire, mais il y a d'autres solutions, il n'y a pas que le revenu du salaire. Tu as aussi juste pas assez d'apport, ou tu n'achètes pas des biens, je ne sais pas les biens que tu possèdes, mais peut-être que les biens que tu possèdes, en fait, c'est pas du tout ce qu'il te faut avoir, parce que c'est pareil. Si tu veux gagner de l'argent, si tu veux vivre de l'immobilier, il ne faut pas que tu achètes le même type de bien, en fait. Tu comprends? C'est vrai que c'est pas simple, hein, je le reconnais. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Khalid, il est à fond il est à fond dans la crypto. Hein. Le défi de crypto comme support pour assurer, prêter, tokeniser des sociétés. Je comprends ta posture, mais il y a quand même des choses qui peuvent t'y intéresser. Alors Khalid, écoute, je vais te le dire très clairement. Je m'intéresse à la crypto. Encore une fois, voilà, tu le sais pas, mais j'ai fait une vidéo. Je dois faire une vidéo, pardon. Je dois faire une vidéo sur le sujet puisque réellement, là, il y a vraiment une histoire que j'ai à vous raconter qui va vous faire mourir de rire, mais j'assume totalement ma connerie. Enfin, c'est pas une connerie parce que je l'aurais quand même pas fait, donc j'ai pas de regrets. C'est surtout ça qu'il faut dire. Donc je vais, voilà, et la finalité de ça, c'est que je m'intéresse à la crypto. Je m'y intéresse, mais pas de la façon dont tu imagines, voilà. Et puis, comme je te dis, j'ai quelques petites réserves, mais qui sont pas des réserves que tu peux imaginer. C'est vraiment des petites réserves qui m'empêcheront pas de m'y engager à un moment donné ou à un autre. Peut-être comment réduire ton endettement aussi, Nicolas. Tout à fait. Très bonne remarque. Tu as raison de lui préciser ça. J'achète la théorie des blocs de vie par Nicolas Popovici. On verra ça. Ou prendre la formation de Nicolas. Aussi, Sandra, tu as raison. Il y a aussi cette solution. Nico, j'ai vu une interview où tu dis que tu vas bientôt gagner plus dans la finance que dans l'IMO. Ah, c'est quoi cette histoire? Ouais, c'est vrai. Alors, je vais te la raconter parce qu'en plus, du coup, elle a évolué cette histoire. Je ne sais pas pourquoi on a ça en fond, c'est pas joli. Tu veux bien, parce que comme du coup on parle, alors on va mettre ça, ça sera plus sympa. Oui, alors je t'explique. Je parle au passé parce qu'il y a eu des, en fait, tu veux, ta vie, tu as des projets, ça avance dans un sens, etc. J'avais une société qui me permettait d'investir en bourse. Et cette société, je vais être très franc avec vous, elle fonctionnait bien tant que je m'en occupais. Vous le savez, on a créé avec Jérôme l'agence Lotier Immobilier. Cette agence aujourd'hui me demande énormément de travail. Et je sais pas, attention, on est bien d'accord, hein, pas de critique dans la bouche. Je l'ai voulu, je la voulais depuis très longtemps. Donc, si tu veux, c'est une suite logique finalement de ce que j'avais toujours voulu. Donc, pour moi, que je te parle de Lotier maintenant, ça peut te surprendre, mais tu vas comprendre. C'est pas une surprise en fait. Lotier, c'est pour moi ce que je devais faire en fait. Ça devait arriver. Et Lotier, aujourd'hui, c'est une société qui fait la gestion pour 39,99 € par mois pour tous les types de biens que tu peux avoir. C'est une société qui accompagne les investisseurs dans la France, dans l'investissement, avec un objectif final qui n'est pas pour l'instant en place, mais qui sera du début jusqu'à la fin, puisqu'on a la carte de courtier en prêt, la carte d'assureur. On veut vraiment proposer un vrai truc là-dessus, autour de l'immobilier, avec une approche un peu différente. Pour l'instant, on peut paraître relativement classique, mais petit à petit, on espère arriver au projet que nous avons en tête. Bref, j'ai plusieurs sociétés, tu le sais, l'activité locative, qui est une activité. J'ai eu, à des différents moments de ma vie, une activité d'achat-revente, qui est aussi une activité à temps plein, qui aujourd'hui est encore sur la sellette en termes de management, parce que c'est du temps, tout ça, c'est du temps en fait. Donc, location, bailleur, parce que ça, je pourrais jamais m'en passer, j'en ai besoin pour vivre. L'achat-revente, l'agence qui s'est ajoutée, et j'avais cette société de placement financier qui, très sincèrement, était gérée que par moi. J'ai voulu déléguer la gestion, ça n'a pas marché. J'ai voulu déléguer la gestion à ma mère qui est derrière les portes de ses bureaux, ça n'a pas marché. Donc, je vais te le dire en toute franchise, cette société, je vais être franc, si je vais continuer à la garder, elle m'aurait rapporté plus que l'immobilier. Et il y a quelques semaines, je l'ai fermée. Pourquoi je l'ai fermée? Parce que d'abord, je veux me concentrer sur Lotier, parce qu'aujourd'hui, j'ai d'autres projets à côté, y compris sur l'achat-revente, et je suis toujours en train de développer mon parc locatif et j'ai une ambition. Je m'en suis pas caché. J'ai vraiment envie de m'essayer au locatif dans d'autres pays maintenant. Parce que la France, je vais continuer. Mais ça y est, c'est bon. On va dire que je suis dans ma zone de confort. J'ai envie de me mettre mal à l'aise pour aller chercher d'autres pays maintenant pour investir en locatif. Donc, tu vois, en gros, j'ai plein de projets et je peux pas tout faire. Donc, c'est marrant parce que quand j'ai fait cette interview, très sincèrement, j'avais toujours cette société et très sincèrement, si j'avais engagé les fonds que j'avais prévu d'y engager au départ, eh bien, cette société m'aurait rapporté plus que le reste. Sauf que Lotier est arrivé, on a plein de projets pour Lotier, des gros projets dont je vous parlerai d'ailleurs parce que j'ai vraiment envie de vous les partager. Je suis même à 2 doigts pour être franc j'y pense encore. J'ai presque envie de faire une série de vidéos que sur le montage de cette société parce que c'est vraiment
On passe par plein de phases, il nous arrive plein de trucs. Mais je trouve que c'est même presque intéressant pour vous parce que c'est de l'immobilier. C'est de l'immobilier qui est fait d'une autre façon et ça montre qu'il y a plein de façons de vivre de l'immobilier. Et donc, j'y pense et je pense que je vais peut-être, selon comment les choses vont évoluer, je vais peut-être le faire. J'y pense, voilà. On verra, c'est dans ma tête. Pour l'instant, c'est dans ma tête, c'est pas sur le papier. Tu le vois, je veux vraiment que la chaîne reprenne. Donc là, je mets un gros coup sur la chaîne aussi. Donc, quand tu mets tout dans le sac, tu comprends pourquoi j'ai eu dit dans cette interview, cette société va peut-être me rapporter plus. Mais finalement, j'ai tout liquidé, j'ai tout vendu. J'avais des actions. J'ai dans le programme 10 millions, je t'apprends même à acheter de la façon dont j'achète, parce que moi, je passe par aucun broker. J'achète les actions en direct. Donc, je donnais ma méthode de travail qui était une méthode purement passive. Alors, vraiment, je suis totalement transparent. Si aujourd'hui, tu devais me dire, Nicolas, comment tu fais pour être rentier, te les glander sous les cocotiers, très sincèrement, c'est la bourse. Aujourd'hui, la bourse, action à dividende ou placement financier de type part de société qui rapporte des revenus, avec le modèle que j'avais, il y a de la gestion à faire avec les impôts. Moi, j'avais une gestion à faire avec les impôts parce que c'était une société, mais tu le fais sans société et tu as le même résultat sans la gestion et ça roule. Moi, je sais pas non plus comment dire, je sais le faire. Je suis plus passionné par ça et j'ai envie aujourd'hui de me lancer là-dedans à fond, à corps perdu et de voir où ça m'amène. Donc voilà, écoute. Je sais que tu as pu entendre ça, mais il faut que tu comprennes que dans les affaires, il y a plein de choses qui se passent, tu as plein de projets. Et moi, comme tu vois, voilà, regarde, tu as une main et quelque part, si tu perds un doigt, il t'en reste 4. Et il vaut mieux en avoir 5 de lancer et en perdre un qu'en lancer un seul et le perdre. Moi, c'est ma façon de fonctionner. J'ai toujours eu plusieurs sociétés. Au cas où il y a un projet qui fonctionne pas, je le perds. Là, tu vois, je vais être tout à fait transparent avec toi. J'ai fait pas mal d'offres ces derniers temps. Il y a des offres qui sont en train de passer, qui je pensais ne passeraient pas. Du coup, j'ai trop d'offres. Il va falloir que je me désengage de certains de mes trucs. C'est jamais agréable pour moi, mais je préfère avoir plusieurs trucs sur le feu et toujours arriver avec quelque chose toujours arriver avec un projet au bout que avoir un seul truc, attendre après ça. Et finalement, le mec, s'il me dit non, moi, j'ai le bec dans l'eau et j'ai plus rien à faire, quoi. Donc, c'est sûr que je te cache pas que ma méthodologie de travail, c'est un peu les montagnes russes émotionnelles parce que là, il va falloir que j'annonce à un de mes projets que je le fais pas et comme je te l'ai dit, c'est jamais très agréable. Mais bon, voilà. C'est mes choix. Cédric, avec plaisir. C'est son propre patron autodiscipliné. Il faut. Hein. Je suis prêt à travailler pour toi dans ta société pour une alternance si tu es d'accord, bien sûr. Alors écoute, là tu vois, regarde. Donc, nous on n'a pas d'alternance pour l'instant. Nous on prend le modèle de lotier aujourd'hui, c'est des mandataires immobiliers indépendants. Tu as un numéro de téléphone, tu vas sur lotier, regarde. Tu appelles ce numéro là ici. Et tu auras tous les renseignements, tout. Mais fais-le. De toute façon, la vie, c'est des opportunités. Appelle, tu vas se passer quelque chose. Donc, c'est ce qu'il faut que tu fasses. C'est mon opinion. Hein. Je te dis les choses, quoi. Salut Mike. Et c'est bon est-ce le bon moment pour acheter sa résidence principale? Et le mec me met la pièce à l'heure de la fin, quoi. Donc, 19h30. Écoute, je vais garder la question pour demain. Non, je vais répondre. Non, et je vais t'expliquer pourquoi. C'est pas le moment d'acheter sa RP, c'est le moment de la vendre. Aujourd'hui, avec le Covid, on n'aura pas du tout fait l'émission qui était prévue, mais c'est cool, hein, moi je suis content. Aujourd'hui, avec le Covid, je te l'écris en gros, j'exagère peut-être un peu parce que ça va dépendre des régions, mais j'aurais tendance à dire que pour les pires régions, les maisons se vendent à 30% plus cher que leur valeur. C'est pas le moment. Par contre, si tu veux la vendre à tous les courageux, je le dis depuis le début de la crise, tous ceux qui êtes là, franchement, je vous ai fait gagner de l'argent. Hein. Il y en a beaucoup, s'ils m'ont écouté, ils peuvent me remercier parce qu'ils ont pris 30% en plus de la valeur du bien qu'ils possèdent. Donc, c'est pas le moment d'acheter, c'est le moment de vendre. Voilà, c'est pas le moment d'acheter, c'est le moment de vendre ta RP. Après, bien évidemment, c'est toujours le moment d'acheter. Moi, j'achète. On va discuter parce que moi, j'ai toujours eu des RP. J'ai dans mon programme une formation sur les RP parce que j'ai une vision très singulière des RP. Une RP, ça s'achète pas. C'est pareil qu'une voiture, ça s'achète pas n'importe comment. Donc, si c'est pour acheter une maison sec comme tout le monde fait, c'est-à-dire petite maison, jardin, n'achète surtout pas ça. C'est pas le moment. Si tu en as une, par contre, vends-la. Je m'adresse à toi, Mike, mais je m'adresse aussi à tous ceux qui me rejoignent. Je sais, Mike, c'est ça, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Mike. Je m'adresse à toi, mais je m'adresse aussi à tous ceux qui nous rejoignent et qui se posent la question, vendez. Surtout, vendez. Ayez du courage. C'est dur, mais c'est le moment de vendre. C'est le moment de vendre vos maisons. Voilà. Parce que vous avez l'effet Covid. C'est ce que tout le monde veut en ce moment. Profitez-en. C'est comme si tu me disais, j'ai des actions en bourse.
la bourse, elle est montée au plus haut point, je veux pas vendre. Je te dirais, bon, bah, fais ce que tu veux. Quand ça va chuter, bah, viens pas pleurer. Donc là, en gros, je m'adresse aussi à tous les rêveurs, parce qu'on en voit, hein, on a une agence maintenant, on en voit des mecs qui disent, ma maison, elle vaut 500 000 balles, elle en vaut 300, mais bon, c'est pas grave. Ben, les rêveurs, c'est le moment, parce que tu vas peut-être rêver du coup. Alors, peut-être pas de 300 à 500, d'accord? Mais 3 fois 3, 9. Si ta maison, t'en voulais 500, que t'en as 400 alors qu'elle en vaut 300, t'en gagnes quand même 100 de plus, juste parce que tu m'as écouté. Bon, entre nous, hein, si je te fais gagner 100 000 euros, honnêtement, je vais te donner un conseil. Ça s'appelle un retour d'ascenseur. Prends ma formation. Ma formation, elle coûte 1 000 euros. Je rigole, c'est de l'humour. Mais c'est le moment de vendre, c'est pas le moment d'acheter. C'est ça que tu dois retenir. Ok? J'aimerais bien avoir le montage de tes sociétés et la réflexion derrière. Oui, Gabi. C'est quoi? C'est un vœu pour Noël ou c'est juste un truc comme ça que tu jettes pour me faire réagir? Parce que si tu me fais réagir, ça me fait rire. Mais là, non. Non, merci. Mais elle était sympa. Sachant que j'ai pas de RP, mais déjà des investissements locatifs. Par contre, je suis dans une grande ville, top 3. Ouais. Ouais. Alors pareil, les grandes villes, c'est à part, Mike. Les grandes villes, c'est vrai que il faut voir, mais fais attention quand même. Je serai vigilant, pardon. Voilà. Bien, au lieu de s'éparpiller, atteindre l'excellence en IMO. Moi, c'est ce que je prends en tout cas. Je suis complètement d'accord avec toi. Commencez déjà par avoir des gros résultats en immobilier et après vous vous diversifierez. C'est en tout cas c'est ce que j'essaie d'appliquer à ma vie en tout cas. Toi, quand je te dis tout à l'heure, je veux maintenant en locatif essayer d'acheter à l'étranger. Pour moi, c'est une forme de diversification, même si c'est toujours de l'immobilier. La réflexion, elle est là. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses, effectivement. Ce serait hyper intéressant, en effet, action à dividende total. Je sais pas. On va pas parler de ça maintenant. On arrive sur la fin. Merci. Non, pas de chaîne concurrente. Je n'ai pas autant de classe que toi. Vous me dites pourquoi? Pour essayer. Et toujours pas assez de likes. Ouais, c'est vrai. Sandra a raison. Vous êtes 35. Mettez des likes. Ça vous coûte rien de liker cette vidéo. Bon, alors. J'aurais bien délégué mes appartes à lotier, mais vous n'êtes pas dans la Drôme. J'ai 8 lots, les gars. La Drôme, mais si, contacte-nous. Contacte-nous, Khalid. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ça se règle, ces problèmes-là. Le mec qui vend, faut qu'il rachète Nico. C'est vrai, merci. Je vais tout faire. Mon objectif de l'année, t'inviter à manger dans un bon étoilé. C'est moi qui paie, c'est mon objectif de cette année. Écoute, franchement, je vais te dire un truc. Quand les étoilés ouvrent, j'y serai. Personne ne va m'inviter. Je vais y aller. J'ai que ça en tête. Cette année, j'ai même pas regardé Top Chef. Tu sais pourquoi? Faut pas que je regarde de la bouffe là. J'ai pété un câble. J'en peux plus là. Et alors, entre vous et moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que, tu sais, comme je te parle que je vais investir dans d'autres pays, je suis pas des têtes d'affiche. Hein. Je suis pas d'ailleurs, c'est très marrant ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Je suis des petits mecs inconnus sur Instagram, pour voir un peu comment ça se passe dans les pays, parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué d'y aller. Et quand je vois qu'il y a des pays où il n'y a rien qui est fermé, ça me fait péter un câble, en fait. Et je les vois au resto, là, gna gna gna. Je vous rassure, je veux pas aller à Dubaï. J'aime pas les déserts. Déjà, je crains la chaleur, donc ça sera pas mon territoire, ça. Si, je vais mourir là-bas, parce que je vais mourir sec sur le sable. Voilà. Mais bref, quand je vois ces mecs aller au resto, c'est dur. Mais c'est pas grave, ça va me passer. Il y a pas mal d'héritage en ce moment aussi. Oui, on va pas parler de ça. Sujet brûlant. Tu penses qu'on va sortir de la crise quand? Sans ta boule de cristal. Putain, ça, c'est une question qui est difficile. Quand est-ce que je pense qu'on va sortir de la crise? C'est super dur parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis convaincu de plus en plus que ça va perdurer dans cette espèce de truc bizarre jusqu'aux élections. Donc déjà, pour moi, on a une espèce, tu sais, de la protection du héros, comme dans les films, jusqu'aux élections. Voilà, moi, je pense que l'argent va continuer d'arriver d'une façon ou d'une autre à tout le monde jusqu'aux élections. Je pense qu'après les élections, bon déjà, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais comme je l'avais dit à un moment donné, au niveau des banques, il y a des mouvements. Hein, la Sogec, là, elle va fusionner, il y a des trucs qui vont se passer. Donc, il y a déjà des mouvements. Donc, c'est une chose. Et les mouvements s'accentuent. J'ai des infos là-dessus. Il y a des mouvements qui s'accentuent. Donc, sortie de crise, pour moi, c'est plutôt entrer dans la crise. C'est ça ta question? Tu penses qu'on va sortir de la crise? Non.
pour moi, on n'est pas rentré dedans encore. C'est justement ça l'enjeu. C'est que pour moi, la crise va commencer à un moment donné, en fait. Et on va y rentrer dedans. Et c'est très difficile. Je vais te dire quelque chose. Hein. Nous, en ce moment, on achète. Même d'acheter, c'est dur parce que tu prends des décisions en te disant c'est pas encore arrivé. Donc, comment faire, quoi? Et puis, tu sais pas ce qui va arriver. Tu sais pas quand. Tu sais pas dans quelles conditions. Compliqué, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais j'ai fait de mon mieux. Lotier est fait pour qui? Ce que tu fais toi pour le fait, ce que tu fais toi, ce que tu fais pour toi, tu le fais pour les autres, entre autres. Le modèle est-il bien transmis aux mandataires? Alors, c'est une bonne question, Gabi. Tu as la réponse. Hein, tu es dans la formation, donc déjà, tu peux aller voir la formation des mandataires. Elle est alimentée tous les jours en ce moment. Je pense que je n'ai pas fait de vidéo dans le groupe parce que j'ai les visites, etc. Voilà. Le modèle de Lotier, c'est un modèle qui se veut, comme je le dis, de toute façon, quand tu vas sur le site Lotier, de toute façon, si vous voulez voir un peu la philosophie qu'on a pour les mandataires, tu cliques ici sur « Nous rejoindre ». Et pour moi, j'ai cliqué un peu fort, on est d'accord. Hein. Et d'ailleurs, le truc marche pas ou quoi, Jérôme? Ah voilà, je rigole, Jérôme. Voilà. Et ici, en fait, tu peux lire cette page. Pour moi, elle représente assez bien la philosophie qu'il y a derrière. Donc voilà. Après, c'est pas à moi à répondre à cette question, Gabi. C'est pas à moi à répondre. Et d'ailleurs, tu auras la réponse. C'est pas à moi à répondre. C'est pas à nos mandataires à répondre. C'est à nos clients à répondre. Donc, je peux pas te répondre. Pas que je veux pas. Moi, je fais de mon mieux pour atteindre un objectif que nous avons communément avec Lotier. Et dans Lotier, on est plusieurs. Donc, on vise cet objectif et on avance dans cette direction. Après, la vérité derrière tout ça, c'est que je suis pas la personne qui pourra en parler. Et donc, ce sera nos clients qui diront et ce sera eux qui feront le retour. Aujourd'hui, je pense, et je pense pas me tromper en disant ça, on n'a pas de clients pas contents. Les gens qui travaillent avec nous sont très contents de travailler avec nous. Aujourd'hui, on a rentré une gestion et dixit ce que m'a dit Jérôme. Quand on a expliqué, la personne nous a appelé spontanément, elle nous a trouvé, elle n'a aucun lien avec cette chaîne, elle ne savait même pas qu'il y avait une chaîne YouTube, etc. Jérôme m'a dit, quand je lui ai juste expliqué ce qu'on faisait, elle a dit qu'elle travaillait avec nous. Donc, tu vois, c'est marrant, c'est-à-dire que pour moi, c'est ça le vrai indicateur de la justesse de ce qu'on fait. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut que vous sachiez que c'est pour ça que j'ai vraiment envie de faire des vidéos là-dessus. Il faut que vous sachiez que il y a plein de choses, notamment le forfait, etc. Il y a plein de choses qui n'ont pas arrêté de changer depuis le départ. Ça n'existait pas au tout début. On était sur un autre principe qui n'avait rien à voir avec ça. Et après, on a changé en cours de route et on se réserve encore le droit d'évoluer parce que notre but, c'est avant tout de faire en sorte que les clients obtiennent ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, on a encore rehaussé la barre avec de nouveaux trucs qu'on rajoute au fur et à mesure, pas pour la rehausser, mais pour atteindre cette excellence qu'on veut pour nos clients. Eh bien, on est convaincu que si on arrive à obtenir ce qu'on convoite, les gens seront ravis de venir et d'avoir le service qu'on proposera. Voilà. Mais pour l'instant, bon, on en est au balbutiement. On a des objectifs pour cette année. On verra à la fin de l'année si on les a atteints. Vous serez au courant. Vous inquiétez pas, d'une façon ou d'une autre. La réponse, c'est pas moi qui te la donnerai. Connais-tu Philippe Simo de la chaîne Investir au pays? Un mec qui aide les diasporas et les investisseurs à s'installer en Afrique. Non, pas du tout, mais je trouve ça très intéressant. Je pense que l'Afrique est un marché très intéressant. J'ai un podcast en stock, là je te montre mon ordi qui est juste là, sur l'Afrique que je veux absolument traiter, mais que je n'ai pas encore commencé, puisque tu le sais peut-être, on est dans une quadrilogie sur les faillites. Donc voilà, je crois qu'il va y avoir une énorme vague de faillites, notamment dans la crise qui nous attend, dans laquelle nous ne sommes pas encore rentrés. C'est 39 par mois ou par an? C'est par mois, faut pas déconner quand même. C'est quoi le montant max que je conseille de laisser en banque? Je suis très mal placé pour te parler parce que moi j'ai beaucoup vendu, donc je vais pas te donner un conseil que je suis pas en mesure de respecter actuellement. Donc le moins que tu peux. Mais si comme moi tu n'as pas trop d'options à ce niveau-là, ben fais comme tu peux en fait. Voilà, je serais mal placé pour parler. On est en train de racheter, donc on se déleste, mais il faut le temps de voilà. Tu t'occupes de quelle zone, Nico, pour Lotier et Jérôme? Moi, en fait, si tu veux, je suis une ressource. Donc, en tant que ressource, je suis susceptible d'aider. Bon, après, je pense que voilà, tu comprends que moi, je suis une ressource arrière. Attends, on va pas faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Moi, je suis une ressource arrière ici, sur cette partie-là. Plutôt, on va dire. Si je devais faire un cercle, je suis plutôt là. Et si je devais faire un autre cercle, on est plutôt comme ça, tu vois. Après, il y a des personnes. Donc, comme tu imagines ici, c'est pas une zone neutre, hein, c'est une zone aussi où il y a un mandataire. Donc, du coup, moi, je suis plutôt un backup, quoi. Voilà. Bon, j'ai mal écrit, tu m'excuses. C'est pas bien d'ailleurs, j'aime pas quand je fais ça.
mais il faut plus que tu me vois comme un backup parce qu'aujourd'hui, la personne qui s'occupe de cette zone-là est très, très performante. D'ailleurs, c'est Fabienne, hein. Vous l'avez entendu sur le podcast. Mais bon, je travaille avec Fabienne et je travaille avec elle. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait des visites pour des biens immobiliers parce que si elle était seule, vraiment seule, en fait, elle n'aurait pas une zone aussi grande. Donc, pour l'instant, en fait, je lui ai dit, écoute, on va se répartir le travail. Parce que moi, je suis ici. Et donc, c'est elle qui est, on va dire, le premier filtre et qui répartit le travail avec moi derrière. Je pense que je réponds à ta question. Et Jérôme, lui, il est vers là-bas. Et après, on a du monde là-haut. C'est en train de se faire au fur et à mesure. Voilà. Allez, une soirée Le Bon Coin, un jour sur l'Alsace, please. Toujours Paris, le sud des villes connues. Allez, défi. Une fois Alsace, please. Comme ça, on a en terre inconnue pour tous. Alsace, allez, si tu veux. Voilà. Gérance en Ile-de-France. Qu'est-ce que tu appelles performant? Alors, gérance en Ile-de-France, de toute façon, la gérance aujourd'hui, telle qu'on a, je vais arrêter là, après, je finis les trucs et puis on va arrêter là. La gérance, si tu veux, aujourd'hui, notre modèle, ce qu'on a développé, développer, c'est pas le mot parce qu'on n'a pas développé, mais ce qu'on utilise nous permet de gérer à distance et nous gérons à distance. Aujourd'hui, tel que c'est actuellement, on est calibré pour gérer à distance. Pour l'instant, pour l'Île-de-France, on a des personnes sur place. Donc aujourd'hui, tel que c'est encore une fois articulé, on est capable de gérer n'importe où. Voilà. Après, ce qui va être problématique, ça va être les zones. Honnêtement, hein, en toute sincérité, pour moi, les problèmes aujourd'hui sont des zones vraiment, tu vois, par exemple cette zone. Voilà, ça, ce sont vraiment des zones. Cette zone, hein, on va pas se mentir. Voilà, tu as des zones très claires dans mon esprit qui sont très clairement, même là, je peux l'étendre à là, hein, tu vois, voilà. Toute cette zone, je pense que tu le vois, je regarde sur l'écran en retour. Voilà, tu vois, si je devais vraiment te donner des zones sur lesquelles on a des problèmes, pas pour la gestion courante, hein, mais des problèmes parce que si à un moment donné, et ça sera des moments qui vont toujours se produire, il y a un besoin humain, mais là, il est inexistant. Et là, c'est pareil, tu vois. On a des zones comme ça, voilà. On a des zones et je pense que là-haut, c'est un peu la même chose. Voilà, il y a des zones sur lesquelles, pour l'instant, c'est très compliqué. Si demain, il s'avère qu'on a une personne, je vais changer de couleur pour que ce soit plus clair. Il s'avérait qu'on a une personne qui arrive ici, par exemple, tu vois, là où je mets le point. Eh ben, ça pourrait déjà créer quelque chose en fait. Aujourd'hui, le système nous permet de gérer à distance de partout. La faille du système, c'est que c'est une faille qui est logique, hein, c'est qu'il nous faut un humain à un moment donné dans la chaîne. Et l'humain, c'est le mandataire. Donc, tant qu'il n'y a pas le mandataire sur place, il peut y avoir la faille. Mais, tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, Khalid, tu me parlais de la Drôme. Il faut voir où ça se trouve. Mais moi, par exemple, en locatif, hein, moi, là, je te parle vraiment purement de mon secteur géographique. D'ailleurs, voilà, secteur géographique locatif, je suis allé un peu haut. Moi, mon secteur géographique pour mes investissements locatifs, c'est Porte de Lyon. Donc, selon où tu me dis dans la Drôme, c'est en soi pas un problème. Porte de Marseille. Donc, je suis allé un peu haut. En fait, c'est plutôt ça, moi. C'est plutôt un haricot comme ça, tu vois. Donc, voilà, c'est très… moi, j'ai toujours roulé. Je roule un peu moins ces dernières années. Mais voilà. Dernière question, Gabi, après on arrête. Qu'est-ce que tu appelles performant? Ce que j'appelle performant, c'est qu'aujourd'hui, je pense que ceux qui ont affaire à des cabinets de gestion aujourd'hui, pour moi, les cabinets de gestion, ils font leur travail. Mais leur travail est très délimité, très cadré. Voilà. Aujourd'hui, ton cabinet de gestion, il gère ton bien et ça s'arrête là. Nous, on a une vision que je partage avec Jérôme et qui partage avec moi et qu'on partage aussi avec les gens qui rentrent chez Lotier. Et on voit le métier sous un autre angle. On est en train de mettre tout ça en place. On n'a plus un problème d'outils parce que, bien évidemment, ce qu'on a en tête en termes d'outils n'existe pas encore. C'est pour ça que je te disais, on n'a pas encore développé puisque c'est quelque chose qu'on veut créer. Et je crois vraiment dans cette idée. Voilà, je ne vais pas t'en dire plus. Et c'est vraiment, là, pour le coup, c'est une idée parce qu'on parle réellement d'une philosophie. Et d'ailleurs, ça va me permettre de clôturer là-dessus pour vous donner un conseil à tous. Si vous voulez créer une boîte, la création de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise, ça, c'est pas une idée. Création d'une entreprise, ça répond à un besoin. C'est aussi simple que ça. Donc ça, on va retourner là-bas. Je voudrais qu'on parle de ça rapidement avant de finir l'émission. Il faut que tu scènes en deux les sociétés, en fait. Pour moi, une agence immobilière, donc ça, on va dire que c'est l'agence, d'accord? Le fait qu'elle fasse de la gestion du syndic, nous, on le fait pas, hein, mais c'est un exemple, hein, et de la vente avec un mécanisme connu qu'on utilise nous aussi actuellement,
Ça, pour moi, ça ne nécessite pas d'avoir des idées. C'est-à-dire que toi, ton travail, quand tu crées une boîte, c'est pas de refaire tout ça. Tu utilises ce qui existe. Et tu as fait ta boîte. Tu pourrais me dire, ah ouais, mais alors elle est où l'innovation, etc. Mais justement, par contre, la philosophie, d'accord, je vais écrire la philosophie, la façon dont tu perçois le métier, le rapport au client, ça, il te faut le développer. Ça, il faut que tu le matures en fait. Parce que une entreprise, elle peut se distinguer juste de ça à ça. Tu vois, par exemple, nous, on considère que par le service qu'on rend à l'investisseur ou au client, si le travail il est fait, on ne ressent pas le besoin d'aller à l'acte en fait. Parce que comme l'acte n'est que le reflet du compromis, si tu veux, si tout a été bien fait en amont, voilà, ben moi personnellement, j'y vais quasiment plus, sauf quand vraiment mon vendeur là, tu vois, bref, mais j'y vais plus. Voilà, mais on considère, voilà, quand tu as fait ton job, c'est pas, voilà, t'as pas besoin d'être là pour justifier de ta commission au final, puisque le travail il est fait. Si tout le monde a conscience que le travail a été bien fait et que tout le monde est content, que tu sois là ou pas le jour de l'acte, finalement, c'est juste une considération personnelle. Donc en gros, ce que j'essaie de te dire, c'est que si tu développes une philosophie par rapport à un métier, que cette philosophie elle est perçue par le client et qu'elle a de la valeur, ben là tu vas faire une différence. Enfin moi je le vois comme ça. Donc pour moi, on réinvente pas la roue sur un travail, on refait pas son. Mais voilà, un métier qui marche, tu vas pas le refaire. Par contre, ce que tu dois changer, par exemple, comme je le dis sur la page de Lotier, pourquoi les agents immobiliers, à mon sens, sont parfois perçus comme des escrocs, comme des gens qui ne travaillent pas beaucoup, parce que la valeur qu'ils amènent aux clients pendant tout le processus, elle n'est pas perçue en fait. Toi, tout à l'heure, j'ai fait une visite, je te donne l'exemple de tout à l'heure. La dame, pendant la visite, elle arrive et là, il y a une fenêtre, tu vois. Et à côté, il y a une cheminée et elle me dit, alors voilà, la cheminée, je la veux pas, je voudrais casser la cheminée et agrandir la fenêtre. Et là, je lui dis, madame, pourquoi vous voulez faire ça? Et elle me dit, je sens qu'il pourrait y avoir plus de lumière dans cette pièce. Et je lui dis, regardez, là, ce que vous voulez faire, à vue de nez, ça va vous coûter, et je lui ai donné un tarif. Je ne vais pas te dire le prix, on s'en fout, c'est pas la question. Et je lui ai dit, pour la moitié du tarif, juste là, vous ouvrez des Velux, vous en ouvrez 2, et vous avez le même résultat, et vous avez de l'argent pour faire autre chose dans votre maison. Ben, je sais que rien qu'en lui disant ça, elle était contente en fait. Parce que elle focalisait là-dessus, et je lui ai dit, mais ne touchez pas à ça en fait. Qu'après, comme je lui ai dit, la cheminée que vous voulez l'enlever, ça c'est un autre problème, parce que les cheminées, ça prend de la place. Elle ne veut pas entendre parler de sa cheminée, je peux l'entendre. Mais voilà, je l'ai conseillé sur une décision, parce qu'elle va revenir, on va avoir une contre-visite, elle va revenir justement pour voir avec son mari ce qu'ils vont faire où ne pas faire. Et je continuerai à garder ce discours parce que financièrement, ça se justifie et c'est à leur avantage. Alors, tu vas me répondre, Gabi, oui, mais toi, tu as fait des travaux, tu t'y connais, tu es capable de dire ça tout de suite. Peut-être. Mais comme chez Lotier, on essaye de prendre des mandataires qui ont de l'expérience en immobilier, ils ont eux aussi de l'expérience en immobilier. Et ça fait partie de la philosophie que nous, on va essayer d'insuffler dans la boîte. Alors, on a conscience qu'avec Jérôme, tout le monde ne pourra pas rentrer et avoir eu de l'expérience, mais tous ceux qui rentrent, on pourra les accompagner dans l'expérience. C'est pour ça qu'on a décidé avec Jérôme de mettre la formation de mandataire dans le programme 1 million. Parce qu'on s'est dit que le mec qui investit, quels sont les problèmes de tous les investisseurs en fait? C'est qu'à un moment donné, ils veulent vivre de leur immobilier. Moi, je le sais, je l'ai vécu. Quel est le deuxième problème? C'est que quand tu veux vivre de l'immobilier que de tes revenus locatifs, les banques, elles te coupent les robinets pour pouvoir emprunter. Du coup, je me suis dit, mais attends, si je leur propose carrément un métier, même s'ils ne travaillent pas avec moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je leur apprends comment je travaille. Et puis, s'ils veulent aller travailler chez les concurrents, c'est leur problème. Mais ce n'est pas la question. C'est pour te dire à quel point, tu vois, je ne suis pas à cheval sur ça. Je leur donne l'information en ayant le programme 1 million. Ils veulent bosser pour moi, ils bossent pour moi. Ils veulent aller à la concurrence, ils se démerdent. C'est pas mon problème. Mais l'idée, c'est de dire, je sais que les investisseurs, ils ont le potentiel de faire ce boulot-là. Ils ont le potentiel de le faire même mieux que les arracheurs de moquettes qu'il y a dehors, qui la semaine dernière vendaient des Mikado et qui cette semaine vendent des maisons. Parce que ceux-là qui n'ont jamais rien acheté, ceux-là, ils ne pourront pas donner les conseils que j'ai donnés. Et même si le mandataire qui me remplace, il n'a pas mon expérience et qui laisse faire la fenêtre à la place de la cheminée, il aura quand même une expérience qui lui permettra de dire au client, eh ben moi je ferai quand même ça parce que moi j'ai fait ça dans un appart et il m'est arrivé ceci et il m'est arrivé cela. Et c'est amorcé. Quand tu as de l'expérience, quand tu as un recul sur quelque chose, tu n'as pas la même façon de parler. Tu n'es pas écouté de la même façon par les gens qui sont en face de toi parce qu'ils le voient en fait. Et moi j'étais sûr de moi. Je sais à peu près les tarifs des Velux, je sais à peu près le prix de ce qu'elle voulait faire. Je suis à peu près sûr de moi en fait. Donc voilà, j'espère que j'ai bien transmis l'idée qu'il y a derrière tout ça. C'est bon, voilà, on va arrêter là. Oui,
Je suis à 1 heure de chez toi. Au moins, je sais, je vais vous contacter pour qu'on en discute. C'est bien, Kaline, merci. Vous avez été super nombreux. Pensez à liker ces émissions, s'il vous plaît. Merci d'avoir été présent. Je vous rappelle que donc demain, il y a un live, même heure, 18h, 19h. J'espère que je n'aurai pas de bug. On se retrouve demain et semaine prochaine, on réattaque les lives comme d'habitude. Bonne soirée, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Salut!